Chapitre 1. Des fondations bâties sur le sang. Vincent Morrison se tenait aux fenêtres de son bureau d'angle, regardant la ville s'étendre sous ses pieds comme un territoire conquis. À 42 ans, il dirigeait un empire bâti sur le béton, l'acier et une ambition sans faille. Morrison Construction était passé d'un simple bulldozer et d'un prêt de $20 000 à une entreprise de plusieurs millions de dollars qui avait remodelé l'horizon de 3 États. Mais Vince n'avait pas bâti son empire à coups de poignées de main et de sourires. Il l'avait bâti avec une brutalité calculée qui laissait ses concurrents submergés de poursuites judiciaires, ses employés trop terrifiés pour se syndiquer et ses fonctionnaires municipaux qui lui devaient des faveurs qu'il ne pourrait jamais rembourser. Les cicatrices sur ses phalanges racontaient ses débuts, quand recouvrer des créances signifiait plus que des appels téléphoniques et des avocats. À 19 ans, fraîchement sorti d'un foyer d'accueil qu'il avait endurci comme de l'acier trempé, Vince avait appris que la clémence était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Lorsque Tony Marcelli avait tenté de s'immiscer sur son premier chantier, Vince n'avait pas appelé la police. Il avait attendu dans le garage de Tony avec un pied de biche, le laissant boiter, ce qui lui rappelait son état. La nouvelle s'était vite répandue. Vincent Morrison n'était pas quelqu'un qu'on contrarie. Son mariage avec Diana Ashworth, 15 ans plus tôt, avait été aussi calculé que toutes les autres décisions de sa vie. Fille d'un éminent avocat, elle était assez belle pour faire la une des magazines et liée à une fortune qui lui ouvrait des portes que son milieu ouvrier ne lui avait pas ouvertes. Diana avait été éblouie par son intensité, sa soif de succès et sa façon d'accepter ce qu'il voulait sans s'excuser. Elle avait cru épouser un diamant brut. En réalité, elle avait épousé une arme déguisée en homme. Leur fils Blake, aujourd'hui âgé de 14 ans, avait hérité de l'intelligence vive de Vince, mais de la nature plus douce de Diana. Une combinaison qui plaisait et inquiétait à la fois son père. Vince aimait son fils intensément. Mais l'amour chez les Morrison s'accompagnait d'attentes. Blake hériterait de l'Empire, mais seulement s'il se montrait digne du nom de Morrison. L'interphone vibra, tirant Vince de ses pensées. « Monsieur Morrison, votre heure est arrivée », annonça sa secrétaire. « Faites-le entrer. » La porte s'ouvrit pour laisser entrer Carlos Reeves, son contremaître, et ce qui ressemblait le plus à un ami pour Vince. Carlos était avec lui depuis 12 ans. Depuis que Vince l'avait tiré d'une bagarre dans un bar et lui avait proposé un emploi. Contrairement au béni oui-oui qui peuplait sa salle de réunion, Carlos n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait. « On a un problème avec le projet Riverside », dit Carlos sans préambule, s'installant dans le fauteuil en cuir en face du bureau de Vince. Les inspecteurs municipaux ont rôdé et posé des questions sur les spécifications des fondations. La mâchoire de Vince se serra. Henderson. Ouais, le même connard qui a essayé de nous arnaquer l'année dernière. L'inspecteur William Henderson était une épine dans le pied de Vince depuis 3 ans, depuis que Vince avait refusé de gonfler un contrat pour se remplir les poches. L'homme cherchait n'importe quel prétexte pour mettre fin au projet de construction de Morrison. Et Vince était tout aussi déterminé à ne pas lui en donner. Que prétend-il? Que le béton ne répond pas aux normes de la ville. Qu'il veut faire appel à un ingénieur indépendant. Vince se laissa aller dans son fauteuil, l'esprit déjà occupé à explorer les possibilités. Henderson cherchait, mais cela ne le rendait pas moins dangereux. Un projet retardé signifiait des dépassements de coûts, des clauses de pénalité et une atteinte à la réputation. Mais plus que cela, cela signifiait que quelqu'un remettait en question l'autorité de Vincent Morrison, et c'était quelque chose qu'il n'avait jamais toléré. « Donnez-moi tout sur Henderson », dit Vince doucement. Relevé bancaire, historique téléphonique, où il déjeune, avec qui il couche, tout. Carlos hocha la tête. Il avait déjà vu ce regard. Jusqu'où on veut aller? Aussi loin qu'il faut. Après le départ de Carlos, Vince se tenait de nouveau à sa fenêtre, observant le soleil projeter de longues ombres sur la ville. Demain, c'était leur 15e anniversaire de mariage, et ils avaient réservé un dîner à la Bernardine, le restaurant même où ils l'avaient demandé en mariage. Diana s'y attendait avec impatience depuis des semaines, achetant une nouvelle robe, se faisant coiffer. L'espace d'un instant, il s'autorisa à imaginer la soirée, la lumière des bougies, le vin, sa belle épouse souriant de l'autre côté de la table comme elle le faisait quand ils étaient jeunes. Ce fantasme se dissipa lorsque son téléphone vibra, accompagné d'un SMS de Blake. L'entraînement de basket était annulé. Rentrée anticipée. Vince sourit légèrement. Peut-être surprendrait-il Diana en rentrant plus tôt lui aussi. Il pourrait passer un peu de temps en famille avant la fête du lendemain. Il prit sa mallette et se dirigea vers l'ascenseur.
ignorant que sa décision de partir tôt briserait le monde soigneusement construit qu'il avait mis 2 décennies à bâtir. Le trajet jusqu'à sa propriété de Westchester prenait 40 minutes à travers des quartiers de plus en plus huppés. La maison Morrison était située sur un terrain de 2 hectares impeccablement entretenu. Une demeure coloniale géorgienne qui proclamait le succès sans vulgarité. Diana avait insisté pour un emplacement suffisamment proche de la ville pour les affaires, suffisamment éloigné pour l'intimité et le prestige. En s'engageant dans l'allée circulaire, Vince remarqua la BMW noire de Troy clairement garée près de l'entrée latérale. Troy était un vieil ami de fac de Diana, un agent immobilier au discours bienveillant qui venait plus souvent ces derniers temps. Diana prétendait qu'il l'aidait à trouver des propriétés pour ses œuvres caritatives. Mais quelque chose dans le sourire parfait et le regard errant de cet homme avait toujours irrité Vince. Il entra par la porte d'entrée et cria « Diana, je rentre tôt ». Aucune réponse. La maison était inhabituellement silencieuse, avec une intention qu'il ne parvenait pas à identifier. Il posa sa mallette et se dirigea vers la cuisine, puis s'arrêta en entendant des voix venant du pool-house. « Je ne peux pas continuer comme ça, Troy. Vince n'est pas stupide. » La voix de Diana, basse et pressante. Vince se dirigea silencieusement vers les portes-fenêtres menant à la piscine, son instinct d'homme d'affaires l'avertissant soudain. « Il ne se doute de rien, répondit Troy. Cet homme est trop occupé à écraser ses ennemis pour remarquer ce qui se passe chez lui. Tu ne le connais pas aussi bien que moi. Quand Vincent Morrison. Certains détails. Ils s'installèrent dans le salon, Blake et Vincent sur le canapé tandis que les inspecteurs prenaient place sur les chaises opposées. Les lumières de l'après-midi, qui filetaient à travers les fenêtres, étaient accusatrices, comme si le soleil lui-même menait un interrogatoire. La bonne nouvelle, c'est que nous avons récupéré des débris, commença l'inspecteur Park. La mauvaise nouvelle, c'est ce que nous avons trouvé dans ces débris. Blake sentit le calme de son père à ses côtés. Ce genre de contrôle absolu qui avait caractérisé chaque crise dans la vie de Vincent Morrison. Que voulez-vous dire, demanda Vincent. L'inspecteur Morrison ouvrit un dossier et il retira plusieurs photos. Le système de carburant de l'avion avait été trafiqué. Quelqu'un avait délibérément affaibli une conduite de carburant, provoquant sa défaillance en vol. Blake martela violemment, mais l'expression de Vincent resta parfaitement neutre. Trafiqué? Vous voulez dire saboter? C'est exactement ce que nous voulons dire. Ce n'était pas un accident, monsieur Morrison. Quelqu'un voulait que cet avion s'écrase. Le silence qui suivit fut assourdissant. Blake fixa les photos, voyant du métal tordu et des motifs de brûlure qui avaient autrefois fait la fierté et la joie de Troy Kellerman. Quelque part dans cette épave se trouvaient les restes de sa mère et de son amant, victimes de la précision chirurgicale de Vincent Morrison. Je ne comprends pas, dit lentement Vincent. Qui voudrait faire du mal à Diana? C'est ce que nous essayons de comprendre. Monsieur Morrison, nous devons vous poser des questions difficiles sur votre mariage. Blake regarda son père se transformer en veuf en deuil, cherchant justice pour sa femme assassinée. C'était une performance digne d'un Oscar. Bien sûr, tout était fait pour aider à trouver le coupable. Diana et vous aviez des problèmes conjugaux? La pose de Vincent était parfaitement synchronisée. Assez longue pour suggérer une réticence. Assez courte pour éviter les soupçons. Chaque mariage a ses difficultés. Nous avons traversé une période difficile, mais rien qui ne puisse être résolu. Quel genre de période difficile? Diana s'était montrée distante ces derniers temps, préoccupée. Je pensais que c'était le stress de son travail caritatif, mais la voix de Vincent s'éteignit de manière suggestive. L'inspecteur Park se pencha en avant. Et maintenant, vous pensez quoi? Je déteste dire ça, mais je me demande si Diana était en couple, quelqu'un qui aurait pu vouloir m'éliminer définitivement du film. Blake s'émerveilla de l'audace de son père. Vincent détournait les soupçons en se présentant comme la victime désignée, suggérant que la liaison de Diana avait en quelque sorte conduit au sabotage de l'avion dans lequel ils étaient morts. Avez-vous des preuves d'une liaison? Demanda l'inspecteur Morrison. Vincent hésita de nouveau, le mari réticent contraint de révéler l'infidélité de sa femme. J'ai trouvé des choses. Des SMS, des reçus de cartes de crédit de restaurants où je n'étais jamais allé. J'avais prévu de la confronter à ce sujet après notre anniversaire. Les inspecteurs échangèrent un regard. Blake les vit réévaluer leurs hypothèses, envisageant la possibilité que Diana Morrison ait été l'agresseur plutôt que la victime. Monsieur Morrison, dit prudemment l'inspecteur Park.
Est-il possible que Diana et Monsieur Kellerman aient prévu de vous quitter? Que quelqu'un d'autre ait découvert leur plan et décidé de les arrêter définitivement? La voix de Vincent se brisa, convaincante. Je n'arrive pas à croire que Diana ait pu abandonner Blake. Quels que soient nos problèmes, elle aimait notre fils. Blake ressentit une douleur sincère aux paroles de son père. Diana avait prévu de l'emmener avec elle, de l'arracher à tout ce qu'il avait connu. Le fait que Vincent utilise maintenant ce projet d'enlèvement pour détourner les soupçons était presque magnifique par sa cruelle efficacité. Blake. L'inspecteur Morrison se tourna vers lui avec un regard doux. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans le comportement de votre mère dans les semaines précédant sa mort? Blake regarda son père, qui hocha la tête d'un air encourageant. Elle semblait excitée par quelque chose, nerveuse, mais excitée, et elle était beaucoup plus souvent au téléphone que d'habitude. L'aviez-vous déjà vu avec Monsieur Kellerman? Parfois, il venait dîner ou prendre rendez-vous. C'était mon parrain. La voix de Blake se brisa sur le dernier mot, une émotion sincère qui renforçait sa crédibilité. Les inspecteurs passèrent une heure supplémentaire à poser des questions, que Vincent éluda la plupart du temps avec une magistrale démonstration de chagrin et de confusion. Lorsqu'ils partirent, Blake comprit que leur attention s'était déplacée de Vincent, suspect potentiel, vers Diana, victime potentielle de ses propres mésaventures amoureuses. Génial, dit Blake après que la voiture de l'inspecteur eut disparu dans l'allée. Nécessaire, corrigea Vincent. La vérité est souvent moins importante que la perception. Ces inspecteurs veulent résoudre une affaire. Et je leur ai proposé une solution qui correspond à leur vision du monde. On pense qu'ils vont y croire. Ils ont déjà une femme infidèle, son amant et un mystérieux tiers qui voulait leur mort. C'est exactement le genre de meurtre à triangle amoureux qu'on retrouve dans les séries policières. Vincent se servit un bourbon au bar. D'ici un mois, ils rechercheront l'autre amant de Diana, l'homme jaloux qui n'a pas supporté de la voir s'enfuir avec trois. Blake assimila cette leçon de diversion. Son père n'avait pas seulement planifié le meurtre de Diana. Il avait construit tout un récit alternatif qui obligerait les enquêteurs à traquer des ombres pendant que le véritable coupable pleurerait publiquement et reconstruirait sa vie. Et s'ils trouvaient des preuves qui mènent à vous? Ils n'en trouveront pas. Le sabotage a été perpétré par des professionnels qui n'existent dans aucun registre officiel. Le plan de vol a été enregistré par 3 sous ses propres qualifications. La panne de carburant semblera être l'œuvre de quelqu'un ayant des connaissances en mécanique, mais sans aucun lien avec Morrison Construction. Le sourire de Vincent était froid et satisfait. Je planifie ça depuis 3 semaines, Blake. Toutes les éventualités ont été envisagées. Ce soir-là, Blake se retrouva dans le bureau de sa mère. La seule pièce de la maison que Vincent n'avait pas touchée depuis sa mort. Les livres de Diana s'alignaient toujours sur les étagères. Ses lunettes de lecture reposaient toujours sur le bureau, à côté d'un roman à moitié terminé qu'elle ne terminerait jamais. C'était comme entrer dans le sanctuaire d'une femme qui n'avait jamais existé. L'épouse aimante et la mère dévouée que Diana avait prétendu être. Blake ouvrit les tiroirs du bureau systématiquement, sans rien chercher de particulier, mais incapable de résister à l'envie de chercher des indices sur la femme qu'avait réellement été sa mère. Il y trouva surtout de banals correspondants d'associations caritatives, des agendas de sortie, des listes de courses. Mais dans le tiroir du bas, caché sous une pile de vieux magazines, Blake découvrit quelque chose qui lui glaça le sang. Un journal, de la main de Diana, relatant les 6 derniers mois de sa vie dans les moindres détails. Le 15 mars, Vincent est rentré tôt et m'a trouvé en pleurs. Je lui ai dit que c'était à propos de la vente aux enchères caritatives, mais en vérité, je ne peux m'empêcher de penser à 3. Ce que nous avons fait la semaine dernière était mal, mais cela me semblait plus juste que tout ce que j'avais vécu depuis des années. Le 22 mars, 3 dit que Vincent soupçonne quelque chose. On devrait peut-être arrêter de se voir, mais je n'y arrive pas. Il me redonne l'impression d'être en vie. Il me rappelle celle que j'étais avant de devenir Madame Vincent Morrison. Le 3 avril. Vincent m'observe. Je le surprends à scruter mon visage quand il pense que je ne le regarde pas. Et il y a quelque chose dans ses yeux qui me terrifie. Je sais de quoi il est capable quand on le contrarie. Blake tournait les pages d'une main tremblante, lisant la descente de sa mère dans l'adultère et la paranoïa. Diana savait qu'elle jouait avec le feu, mais elle n'avait pas pu s'en empêcher. Les passages devenaient de plus en plus désespérés au fil des semaines. Le 10 mai, 3 pensent qu'on devrait s'enfuir ensemble. Il a un avion, il sait comment disparaître.
Une partie de moi a envie de dire oui, mais Blake? Comment puis-je abandonner mon fils? Le 18 mai, j'ai vu Vincent parler à Carlos d'une chose qui les a fait rire tous les deux. Un rire froid, le genre qui signifie que quelqu'un est sur le point d'être blessé. Je commence à penser que Troy a peut-être raison de partir. Le 2 juin, Blake sait que quelque chose ne va pas. Mon beau garçon est trop intelligent pour son propre bien, tout comme son père. Si nous fuyons, je devrais l'emmener avec moi. Vincent ne me le pardonnerait jamais, mais rester pourrait nous coûter la vie à tous. La dernière entrée était datée de la veille de la mort de Diana. Le 15 juin, Troy a déposé un plan de vol pour l'Oregon. Ma cousine Sarah a accepté de nous aider à prendre un nouveau départ. Je suis terrifié, mais rester ici n'est plus une option. Vincent c'est pour nous. Je le vois dans ses yeux. Demain soir, Blake et moi laissons tout derrière nous. Je prie simplement que mon fils me pardonne un jour. Blake ferma le journal et s'assit dans le bureau plongé dans l'obscurité, digérant ce qu'il venait de lire. Sa mère n'avait pas prévu de l'abandonner. Elle avait essayé de l'empêcher de devenir ce qu'il était déjà en train de devenir. Diana Morrison avait regardé son fils de 14 ans et avait vu la cruauté de Vincent prendre racine, menaçant de consumer le peu de douceur qui restait dans le caractère de Blake. Elle avait raison, bien sûr. Blake Morrison devenait le fils de son père dans tous les domaines importants. Le garçon qui avait autrefois pleuré sur les animaux blessés avait disparu, remplacé par quelqu'un capable d'assister à la préparation du meurtre de sa mère et de choisir son camp sans hésitation. Blake. La voix de Vincent résonna depuis l'embrasure de la porte. « Que fais-tu ici » Blake se retourna, le journal lourd dans les mains. Un instant, il envisagea de le montrer à son père et de lui avouer ce qu'il avait découvert. Puis il regarda Vincent dans les yeux et y vit le même calcul froid qui avait orchestré la mort de Diana. « Il me manque juste maman », dit Blake en glissant le journal dans sa veste. L'expression de Vincent s'adoucit, submergé par ce qui aurait pu être une sincère compassion. Ça devient plus facile. La douleur s'estompe, mais les leçons demeurent. Quelles leçons? Que la loyauté est primordiale. Que la famille est sacrée. Que quiconque menace ce que nous avons construit ensemble en subira les conséquences. Vincent se dirigea vers la bibliothèque de Diana et choisit un recueil de poésie qu'elle aimait. Ta mère avait oublié ses leçons. Elle avait choisi la passion plutôt que le devoir, l'excitation plutôt que la sécurité. Au final, cela lui a tout coûté. Blake hocha la tête, comprenant que son père ne se contentait pas de commenter le sort de Diana. Il lançait un avertissement concernant l'avenir. Vincent Morrison n'accepterait plus aucune trahison de la part de sa famille. La prochaine personne qui menacerait l'empire Morrison pourrait ne pas avoir la clémence d'une mort rapide dans un accident d'avion. Je n'oublierai pas, dit Blake. Je sais que tu ne l'oublieras pas, tu es mon fils. Alors que Vincent quittait le bureau, Blake resta avec le journal de sa mère, brûlant un trou dans sa veste. Il pouvait le détruire, éliminant ainsi la dernière preuve des véritables sentiments de Diana Morrison pour sa famille. Ou il pouvait le garder, souvenir du choix qu'il avait fait et du chemin qu'il avait choisi. Blake Morrison fourra le journal plus profondément dans sa veste et éteignit les lumières du bureau. Les secrets de Diana resteraient cachés, comme tout le reste dans la famille Morrison. Certaines vérités étaient trop dangereuses pour survivre, et Blake apprenait à être très sélectif quant aux vérités qu'il choisissait de préserver. Demain, l'enquête se poursuivrait. Les détectives traqueraient les ombres tandis que le véritable meurtrier pleurerait publiquement et planifierait sa prochaine action. Et Blake Morrison continuerait à devenir l'héritier dont son père avait besoin, loyal, impitoyable et totalement dévoué à l'entreprise familiale. Le garçon qui aurait pu pleurer le meurtre de sa mère avait disparu. À sa place se tenait le véritable fils de Vincent Morrison, quelqu'un qui comprenait que le pouvoir exigeait des sacrifices et que certains sacrifices étaient plus faciles que d'autres. Diana Morrison était morte. Ses secrets furent enterrés avec elle et l'empire Morrison perdurerait à jamais. Chapitre 8. Le prix du savoir. 2 mois après les funérailles de Diana Morrison, Blake découvrit que les secrets avaient tendance à se multiplier comme des cellules cancéreuses. Chaque révélation suscitait de nouvelles questions qui menaçaient le récit soigneusement construit par son père autour de la mort de sa mère. Tout commença par un appel téléphonique alors que Vincent était en ville pour un conflit social qui nécessitait son attention personnelle. Blake était seul à la maison en train de faire ses devoirs de mathématiques lorsque le téléphone fixe sonna, un numéro inconnu. Résidence Morrison. Blake répondit à Blake. Dieu merci.
La voix était féminine, d'âge moyen, emplie d'une panique à peine maîtrisée. Voici Sarah Chinn, la cousine de votre mère, originaire de l'Oregon. J'essaie de joindre Diana depuis des semaines. Le sang de Blake se glaça. Sarah Chinn, la cousine que Diana avait mentionnée dans son journal, la femme qui était censée les aider à démarrer leur nouvelle vie. Madame Chinn, dit Blake prudemment. Je suis désolé, mais ma mère, elle est morte dans un accident d'avion il y a 2 mois. Le silence à l'autre bout du fil, la ligne était si longue que Blake se demanda si la communication avait été perdue. Quand Sarah parla enfin, sa voix était creuse sous le choc. Morte, mais elle était censée le faire. Les mots s'interrompirent brusquement. Censée faire quoi? Un autre silence. Blake, j'ai une question à te poser, et j'ai besoin que tu me dises la vérité. Ta mère prévoyait-elle de venir me voir? Blake réfléchit à toutes les réponses possibles. Sarah Chinn représentait un élément incertain, car Vincent n'avait peut-être pas anticipé que quelqu'un connaissant les plans d'évasion de Diana pourrait poser des questions gênantes. Je ne pense pas, Blake a menti. Elle n'a jamais mentionné de voyage en Oregon. C'est impossible. Diana m'a appelé 3 semaines avant sa mort. Elle a dit qu'elle t'emmenait chez moi un moment, que ce n'était plus sûr pour vous deux à la maison. La voix de Sarah se fit plus pressante. Blake, elle était terrifiée par ton père. Elle a dit qu'il avait découvert une liaison et qu'il prévoyait de lui faire du mal. Blake sentait les murs de son univers soigneusement construit commencer à se fissurer. Sarah Chinn n'était pas seulement une parente éloignée. Elle avait été témoin des dernières semaines de Diana. Quelqu'un qui pouvait témoigner que Diana Morrison avait fui pour sauver sa vie plutôt que pour l'amour. Madame Chinn, je pense qu'il y a eu un malentendu. Pas de malentendu. Votre mère avait peur, Blake. Vraiment peur? Elle disait que Vincent Morrison avait fait des choses terribles à ceux qui l'avaient trahi et qu'elle craignait que Troy et elle ne soient les prochains. La mention du nom de Troy confirmait les pires craintes de Blake. Sarah Chinn était au courant de la liaison, des plans d'évasion, et même des personnes impliquées. Si elle décidait de contacter la police avec ces informations, tout le récit que Vincent avait construit s'effondrerait comme une maison sur le sable. Il faut que j'y réfléchisse, dit Blake. Blake, écoutez-moi. Si votre mère avait raison à propos de votre père, alors vous pourriez être en danger aussi. Avez-vous un endroit sur où aller? Je vais bien, Madame Chinn. Mon père m'aime. Votre mère pensait qu'il l'aimait aussi. Jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il prévoyait de la tuer. Les mots restèrent en suspens comme une condamnation à mort. Sarah Chinn, elle n'était pas seulement méfiante. Elle en était certaine. Diana avait partagé ses craintes avec quelqu'un qui était désormais en mesure de tout révéler. Je dois y aller, dit Blake. Blake, attends. Il raccrocha et composa immédiatement le numéro du portable de son père. Blake, qu'est-ce qui ne va pas? On a un problème. Blake expliqua la conversation avec Sarah Chinn tandis que Vincent écoutait dans le silence absolu qui précède toute action violente. Lorsque Blake eut terminé, le silence dura près de 30 secondes. Où es-tu maintenant? Demanda finalement Vincent. À la maison. Reste là. Ne réponds pas au téléphone. N'ouvre pas la porte. Ne parle à personne. Je rentre à la maison. La ligne fut coupée. Blake était assis dans la cuisine, les yeux rivés sur le téléphone, essayant de comprendre les implications de ce qui venait de se passer. La cousine de Diana n'était pas une simple inconnue. C'était un témoin capable de détruire tout ce que Vincent avait construit. Et Blake venait de livrer cette information à un homme qui avait déjà prouvé sa volonté d'éliminer les menaces qui pesaient sur sa famille. Vincent arriva chez lui en 45 minutes, agissant avec l'urgence maîtrisée qui caractérisait son approche de la gestion de crise. Il trouva Blake dans le bureau, assis sur la même chaise où ils avaient planifié la destruction de Diana des mois plus tôt. « Dis-moi exactement ce qu'elle a dit », ordonna Vincent. Blake répéta la conversation mot pour mot, voyant l'expression de son père devenir plus menaçante à chaque détail. Lorsqu'il eut terminé, Vincent se dirigea vers la fenêtre et se tint dos à son fils, contemplant le domaine qu'il avait construit par la violence et l'intimidation. « Qu'est-ce qu'elle sait ?» demanda Blake. Tout. Diana était toujours trop confiante pour son propre bien. Vincent se détourna de la fenêtre, le visage imprégné d'un calcul froid. Sarah Chinn est au courant. Liaison, les plans d'évasion et les craintes de Diana quant à ma réaction. Si elle contacte la police, elle détruira le récit que vous avez créé.
Pire encore, elle leur fournira un mobile et une chronologie qui me désignent directement. Vincent s'est dirigé vers son bureau et a sorti un téléphone sécurisé que Blake n'avait jamais vu auparavant. Voilà ce qui va se passer. Madame Chin va avoir un accident. Quelque chose de crédible. Un cambriolage, peut-être. Ou un accident de voiture. Tragique, mais pas suspect. Blake sentit un frisson lui monter à l'estomac. Vous allez la tuer aussi. Je vais protéger cette famille. Sarah Chin représente une menace existentielle pour tout ce que nous avons construit. On ne peut pas la raisonner, l'acheter ou la faire fuir. La seule solution est permanente. Blake regardait son père composer un numéro qu'il connaissait visiblement par cœur. Ce n'était pas la première fois que Vincent Morrison commandait la mort de quelqu'un depuis le confort de son bureau. C'est Vincent, a-t-il dit lorsque l'appel a été connecté. J'ai une situation prioritaire dans l'Oregon. Sarah Chin, région de Portland. Faites comme si. Un cambriolage qui a mal tourné. Oui, dans la semaine. Une compensation habituelle. Vincent raccrocha et regarda son fils avec la même expression qu'il avait arborée en lui expliquant les réalités de la vie des années plus tôt. Voilà ce que signifie vraiment le pouvoir, Blake. Pas seulement la capacité de construire quelque chose de grand, mais la volonté de faire tout ce qui est nécessaire pour le protéger. Combien de personnes as-tu tué directement? 3. Sans compter ta mère et 3. Indirectement, Vincent haussa les épaules. J'ai arrêté de compter après 20. Cet aveu désinvolte frappa Blake comme un coup de poing. Son père n'était pas seulement un homme d'affaires prospère qui recourait occasionnellement à la violence. C'était un tueur en série qui avait bâti son empire sur des cadavres. La première fois, c'était quand j'avais 19 ans, continua Vincent en s'installant dans son fauteuil de bureau, un membre de gang qui avait tenté de faire voler l'un de mes premiers chantiers. Je l'ai battu à mort avec une barre d'armature et j'ai jeté son corps dans les fondations d'un bâtiment qui existe encore aujourd'hui. Blake fixa son père, le voyant clairement. Pour la première fois. Vincent Morrison n'était pas un homme aimant. Un parent poussé à bout par la trahison de sa femme. C'était un prédateur qui tuait depuis avant la naissance de Blake. Le deuxième était un inspecteur municipal invétéré et intraitable. Un accident de voiture très convaincant. Le troisième était un syndicaliste qui s'intéressait trop à certaines de mes premières pratiques commerciales. Un autre accident. Le sourire de Vincent était froid et fier. J'ai appris très tôt que les problèmes qui ne sont pas résolus sont toujours résolus. Et maman, ta mère était la 24e ou la 25e si on compte 3 séparément. La voix de Vincent ne portait pas plus d'émotion que s'il discutait des résultats trimestriels. Elle a fait son choix. Blake, tout comme Sarah Chin fait le sien, Blake sentit le dernier de ses innocents mourir à cet instant. Son père n'était pas un homme poussé au meurtre par des circonstances extraordinaires. C'était un tueur qui avait trouvé le moyen de tirer profit de sa pathologie. Diana Morrison n'était pas morte pour avoir trahi son mari. Elle était morte pour avoir menacé les intérêts commerciaux d'un homme qui assassinait des gens depuis plus de 20 ans. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que tu es assez grand pour comprendre la vérité et parce que tu hériteras de tout ça un jour. Vincent fit un geste autour du bureau, mais Blake comprit qu'il parlait de plus que de la maison. L'Empire Morrison ne repose pas sur des contrats de construction et des transactions immobilières. Il repose sur la peur, le respect et la certitude absolue que nous contrarier aurait des conséquences permanentes. Le téléphone de Blake vibra, accompagné d'un SMS. Numéro inconnu. Blake, ici Sarah Chin. Je pars pour le Connecticut demain. Il faut qu'on parle de ta mère en face à face. Ne le dis pas à ton père. Blake montra le message à Vincent, qui le lut avec l'expression d'un maître d'échecs observant son adversaire commettre une erreur prévisible. Parfait, dit Vincent. Elle vient à nous. Que veux-tu dire? Changement de plan. Sarah Chin ne meurt pas dans l'Oregon. Elle meurt ici, discrètement, proprement, et d'une manière qui efface toute preuve qu'elle aurait pu apporter avec elle. Le sourire de Vincent était prédateur. La cousine de ta mère va avoir un tragique accident. Ici même, dans le Connecticut. Très triste. Très définitif. Blake comprit qu'il assistait à la naissance d'un autre meurtre soigneusement planifié avec la même précision méthodique que son père apportait à chaque transaction commerciale. Sarah Chin volait droit dans un piège qui se refermerait sur elle dès sa descente de l'avion. Que veux-tu que je fasse?
Le sourire de Vincent s'élargit avec une fierté paternelle. Ce que j'ai toujours voulu que tu fasses, mon fils. Sois un Morrison. Blake hocha la tête, acceptant son rôle dans le meurtre d'une femme qui avait tenté d'aider sa mère à s'échapper. Sarah Chin mourait parce qu'elle en savait trop, tout comme Diana était morte pour la même raison. Et Blake Morrison aiderait son père à étouffer l'affaire, comme il avait contribué à étouffer tout le reste. Certaines familles transmettaient des entreprises. D'autres des traditions. La famille Morrison a transmis un héritage de violence qui s'est renforcé à chaque génération. Chapitre 9, la représentation finale. Sarah Chin arriva à l'aéroport international Bradley par un jeudi matin gris. Ne portant rien d'autre qu'un petit sac de voyage et 15 ans de culpabilité de ne pas être resté plus proche de sa cousine Diana, Blake la regarda sortir du terminal par la porte. Téléobjectif d'un appareil photo que son père lui avait offert. Il étudiait le visage de la femme qui mourait avant le coucher du soleil. Sarah était plus jeune que Blake ne l'avait imaginé, peut-être la quarantaine, avec la structure osseuse délicate de Diana et les mêmes yeux expressifs qui avaient autrefois rendu sa mère si belle. Elle se déplaçait avec une énergie nerveuse, vérifiant constamment son téléphone et scrutant la foule comme si elle s'attendait à être suivie. Elle ignorait qu'elle l'était déjà. On dirait maman, observa Blake en baissant l'appareil photo. Génétique, répondit Vincent depuis le siège conducteur de leur voiture de location sans ordonnance. Diana disait toujours que la famille Chin avait de bonnes bases. Dommage qu'il ne soit pas venu avec un bon jugement. Ils suivirent le taxi de Sarah à distance discrète. Vincent conduisait avec la compétence désinvolte de quelqu'un qui avait déjà mené des opérations de surveillance. Blake se surprit à étudier le profil de son père, essayant de réconcilier l'homme qui lui avait appris à faire du vélo avec le tueur qui prévoyait d'assassiner une femme innocente pour le crime d'avoir posé des questions dérangeantes. « Où loge-t-elle » demanda Blake. « Le Marriott du centre-ville. Je me suis assuré qu'elle ait une chambre au 20e étage avec une belle vue sur la ville. » Le sourire de Vincent était froid, si haut qu'il aurait pu croire que la chute serait fatale. Blake sentit son estomac se nouer. « Vous allez faire passer ça pour un suicide. » Une femme désemparée, accablée par le chagrin après la mort de son cousin, se suicide dans une chambre d'hôtel. Très tragique, très crédible. Vincent se gara dans un parking à 3 pâtés de maison de l'hôtel. La beauté du suicide, c'est qu'il dissipe toutes les questions gênantes. Pourquoi Sarah Chin était-elle dans le Connecticut? Pour pleurer sa cousine? Pourquoi a-t-elle sauté? Dépression provoquée par le chagrin. Affaire classée. Ils attendirent dans le parking pendant 2 heures, le temps pour Sarah de s'enregistrer et de s'installer dans sa chambre. Vincent en profita pour examiner les photos et les plans fournis par ses collaborateurs, étudiant l'agencement de l'hôtel avec la minutie d'un général préparant un siège. Chambre 2012, dit Vincent en regardant sa montre. Elle devrait recevoir mon appel en ce moment. Le téléphone de Blake vibra, accompagné d'un SMS. Blake, ton père veut. Pour me retrouver au bar de l'hôtel à 15 heures. Dois-je lui faire confiance? Blake montra le message à Vincent, qui hocha la tête d'un air approbateur. Parfait. Elle est effrayée mais curieuse. La combinaison la mènera exactement là où nous avons besoin d'elle. Que lui as-tu dit? Que je voulais discuter des dernières semaines de Diana. Partager des informations qui pourraient l'aider à comprendre ce qui s'est réellement passé. Le sourire de Vincent était prédateur. J'ai aussi mentionné que tu serais là, ce qui devrait la rassurer. Blake comprenait la psychologie. Sarah Chin serait plus encline à rencontrer Vincent si elle pensait que la présence de Blake empêcherait toute violence. Elle ne pouvait pas savoir que Blake Morrison n'était plus l'innocent adolescent de 14 ans qui avait besoin de protection. Il était l'héritier de Vincent Morrison et son complice consentant. Réponds-lui par SMS, ordonna Vincent. Dis-lui que tu me fais confiance et que tu veux entendre ce qu'elle a à dire sur ta mère. Blake tapa la réponse, chaque mot sonnant comme un clou de plus dans le cercueil de Sarah Chin. En acceptant la rencontre, elle tombait dans un piège spécialement conçu pour elle, conçu avec le même souci du détail que Vincent apportait à chaque meurtre. À 14h45, ils entrèrent dans l'hôtel par des entrées séparées. Vincent se rendit directement au bar tandis que Blake prenait l'ascenseur jusqu'au 20e étage où il se positionnerait pour le dernier acte de la vie de Sarah Chin. Le plan était élégant dans sa simplicité. Vincent droguerait la boisson de Sarah pendant leur conversation, puis s'excuserait pour aller aux toilettes. Blake apparaîtrait à sa table,
prétendant que son père l'avait envoyé pour l'escorter à l'étage pour une conversation privée. Une fois dans sa chambre, la drogue ferait pleinement effet, et Sarah Chinn ferait un saut de l'ange depuis sa fenêtre. Blake trouva la chambre 2012 et utilisa la carte électronique fournie par les gens de Vincent pour entrer. La chambre était exactement comme annoncé. 20e étage, baie vitrée, vue spectaculaire sur la vallée du Connecticut. C'était aussi le décor idéal pour un meurtre soigneusement chorégraphié. Blake se posta près de la fenêtre et attendit, son téléphone vibrant, des nouvelles de son père. Elle est là, nerveuse, mais coopératif, il commandait des boissons. Du scotch pour moi, du vin pour elle, discutait de l'enfance de Diana. Elle se détendait, le médicament administré. Plus que 15 minutes avant l'effet complet. Blake consulta sa montre et se prépara à entrer. Au bar, en contrebas, Sarah Chinn apprenait de ses propres yeux pourquoi Vincent Morrison avait tant réussi en affaires. Il pouvait faire croire n'importe quoi à n'importe qui si cela servait ses intérêts. Elle se sentait probablement en sécurité, peut-être même reconnaissante que le mari de Diana se confie enfin sur les dernières semaines de sa femme. Le téléphone de Blake vibra. Il prit l'ascenseur jusqu'au bar et aperçut immédiatement Sarah. Elle était assise en face de son père dans un box d'angle, son verre de vin presque vide et sa posture trahissait déjà les effets subtils de ce que Vincent avait glissé dans son verre. Elle leva les yeux à l'approche de Blake, son visage s'illuminant du soulagement que procure la vue d'un point d'ancrage familier dans une situation incertaine. Blake, merci d'être venu. Sarah avait une voix légèrement pâteuse, ses mouvements juste assez lents pour suggérer qu'elle luttait contre les effets de la drogue. Ton père m'a raconté les derniers jours de ta mère. Semaine. Il y a des choses qui n'ont pas de sens. Pourquoi ne monterions-nous pas pour discuter en privé? Suggéra Blake, jouant parfaitement son rôle. Papa dit, tu as des affaires de maman. Sarah hocha la tête, même si le mouvement semblait lui coûter un effort considérable dans ma chambre. Des lettres, des photos, des choses que je pensais que tu devrais voir. Blake l'aida à se relever, remarquant qu'elle vacillait légèrement et devait s'agripper à son bras pour se soutenir. Le médicament faisait exactement ce que Vincent lui avait promis. Sarah Chinn était consciente et coopérative, mais de plus en plus désorientée et physiquement affaiblie. Je te rejoins dans quelques minutes, dit Vincent en embrassant le front de Blake avec une affection paternelle. Je vais juste régler la facture. Dans l'ascenseur, Sarah s'appuya contre le mur et observa Blake d'un regard qui peinait à se concentrer. Tu lui ressembles tellement. Ta mère? Je veux dire, elle était si fière de toi. Parlez-moi d'elle, a déclaré Blake. Vraiment curieux de voir la relation de Diana avec cette femme qui était sur le point de mourir pour trop s'occuper. Elle avait peur, Blake. Vraiment effrayé, pas seulement de votre père, il s'affaiblit, mais ses paroles ont été plus affaiblies. Elle a été ouverte sur les choses terribles à des gens qui l'ont traversée. Le 20e étage. Il m'aime. C'est ce qu'elle pensait aussi, jusqu'à ce qu'elle réalise quel genre d'homme qu'elle avait épousé. Sarah tâtonna pour sa carte clé, sa coordination se détériorant rapidement. Blake, ta mère savait qu'elle allait mourir. Elle m'a appelé la veille de l'accident, pleurant, disant qu'elle avait fait une terrible erreur et que Vincent allait les tuer tous les deux. Blake sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Même le dernier appel téléphonique de Diana avait été surveillé. Un autre élément de preuve que Vincent Morrison contrôlait tous les aspects du récit entourant la mort de sa femme. Ici, laissez-moi aider, dit Blake, prenant la carte clé de Sarah et ouvrant la porte de sa chambre. Sarah trébucha à l'intérieur et s'effondra sur la chaise par la fenêtre. Sa respiration superficielle et laborieuse. Le médicament atteignit son efficacité maximale, laissant son conscient mais impuissant. Exactement l'état à Vincent avait besoin d'elle pour le dernier acte. Blake, chuchota Sarah, sa voix à peine audible. Les choses que j'ai apportées, elles sont dans mon sac. Journal de votre mère. Photo des ecchymoses. Blake a gelé. Quels ecchymoses? Ceux que votre père lui a donnés. Diana a tout documenté au cas où. Les yeux de Sarah avaient du mal à rester ouverts. Elle savait quel genre d'homme il était. Elle essayait de vous protéger. Blake a déménagé dans le sac de nuit de Sarah et l'a dézippé avec des doigts tremblants. À l'intérieur, il a trouvé exactement ce qu'elle a décrit. Photocopie des entrées de journal qu'il n'avait jamais vues. Des photos de Diana avec des ecchymoses sur ses bras et son cou et une lettre qui lui a adressée dans l'écriture de sa mère. Mon cher Blake, si vous lisez ceci,
alors le pire s'est produit et votre père a exécuté ses menaces. Je veux que vous sachiez que tout ce que j'ai fait, y compris l'affaire qui m'a probablement coûté ma vie, était motivé par l'amour pour vous. Votre père me fait du mal depuis des mois, depuis que j'ai commencé à remettre en question certaines de ses pratiques commerciales. Les ecchymoses que j'ai documentés ne sont rien comparés à ce dont il est capable lorsqu'il est vraiment en colère. Je suis terrifié que sa violence finisse par se tourner vers vous. Je sais que ce sera difficile à accepter, mais Vincent Morrison est un homme dangereux qui a blessé de nombreuses personnes au fil des ans. Je suis resté silencieux parce que j'avais peur, mais je ne peux pas laisser cette peur vous coûter votre vie. Courez, Blake. Éloignez-vous de votre père que possible. Ne le laissez pas vous transformer en ce qu'il est. Je t'aime plus que ma propre vie. Maman. Les mains de Blake tremblaient en traitant ce qu'il lisait. Diana n'avait pas seulement été infidèle. Elle avait été maltraitée. Son affaire avec Troy n'avait pas été une question de passion ou de romance. Il s'agissait d'échapper à un mari qui la détruisait systématiquement depuis des mois. Elle a essayé de vous sauver. Sarah chuchota de sa chaise. Diana savait ce qu'était votre père et elle est morte en essayant de vous éloigner de lui. Blake regarda à nouveau les photographies, voyant les ecchymoses de sa mère avec une nouvelle compréhension. Vincent Morrison n'avait pas tué Diana dans une crise de rage sur sa trahison. Il avait planifié sa mort depuis des mois, utilisant son désespoir et la peur de la conduire dans les bras de Troy, puis de les punir tous les deux pour la relation dans laquelle il l'avait essentiellement forcée. Le téléphone de Blake a bourdonné d'un texte de Vincent. Statut. Blake regarda le téléphone, puis s'arracha, qui se battait pour rester consciente sur sa chaise près de la fenêtre. Dans quelques minutes, son père arriverait à trouver Sarah droguée et prête pour son dernier vol. Au lieu de cela, il trouverait son fils qui tenait des preuves que Diana Morrison avait été une victime plutôt qu'un méchant. Blake a fait son choix. Au lieu de répondre au texte de Vincent, il a appelé le 911. J'ai besoin d'une ambulance au Marriott Downtown, 20e étage, salle 2012. Une femme a été droguée et est en danger immédiat. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent en traitant ce que faisait Blake. Blake ? Je sais, dit-il, à genoux à côté de sa chaise. Je sais ce qu'il est. Je sais ce qu'il a fait à maman, et je sais qu'il prévoit de te tuer aussi. Le téléphone de Blake a explosé avec des appels et des SMS de Vincent, mais il les a tous ignorés. Au lieu de cela, il a rassemblé les preuves de Sarah et l'a aidée à se coucher, la gardant à parler et à l'alerte jusqu'à l'arrivée des ambulanciers paramédicaux. Lorsque la sécurité de l'hôtel et les EMT ont éclaté dans la pièce, ils ont trouvé Blake Morrison assis à côté d'une femme inconsciente tenant un dossier de manie plein de preuves qui détruirait l'empire soigneusement construit de son père. Vincent Morrison est arrivé à l'hôtel 30 minutes plus tard pour trouver des voitures de police et des ambulances entourant le bâtiment. Il se tenait sur le trottoir en regardant son fils interviewé par des détectives et a immédiatement compris que 25 ans de planification minutieuse venaient d'être annulés par un garçon de 14 ans qui avait choisi la conscience pour la loyauté. Blake Morrison n'était plus le fils de son père. Il était quelque chose de bien plus dangereux. Il était un témoin qui ne pouvait pas être éliminé. Vincent Morrison avait construit son empire sur le principe que tout le monde pouvait être acheté, intimidé ou tué. Mais alors qu'il regardait son fils remettre des preuves qui le détruiraient, il s'est rendu compte qu'il avait finalement rencontré quelqu'un qui n'était rien de ces choses. Blake Morrison était le fils de sa mère après tout. L'empire Morrison était sur le point de tomber. Non abattu par des rivaux commerciaux ou des forces de l'ordre, mais par un garçon qui avait appris que certaines loyautés étaient plus importantes que d'autres. Certains hommes ont pardonné leurs ennemis. Certains hommes ont oublié les torts passés. Blake Morrison a choisi la justice plutôt que la famille. Et Vincent Morrison passerait le reste de sa vie à payer le prix pour sous-estimer la puissance de ce choix. Épilogue. Vincent Morrison a été condamné à perpétuité sans libération conditionnelle pour les meurtres de Diana Morrison, Troy Kellerman et 2 autres victimes dont le corps a été découvert après le témoignage de Blake a conduit la police à des scènes de crimes inconnus. Il est décédé dans la prison fédérale 18 mois plus tard officiellement d'une crise cardiaque. Bien que les rumeurs aient persisté que la réputation de Vincent Morrison l'avait finalement rattrapé dans un endroit où l'argent et l'influence ne signifiaient rien. Blake Morrison, maintenant Blake Chin après avoir été adopté par la famille de Sarah, a obtenu son diplôme de valedictorien de l'université de Stanford et est devenu un procureur fédéral spécialisé dans le crime organisé. Il ne s'est jamais marié, n'a jamais eu d'enfant et n'est jamais retourné au Connecticut. Sarah Chin s'est pleinement remise de son empoisonnement et est devenue le tuteur légal de Blake,
l'élevant avec l'amour et la stabilité que Diana Morrison était morte en essayant de fournir. Elle n'a jamais parlé publiquement des événements de l'hôtel, mais elle a tenu le journal et les photographies de Diana comme preuve que certaines victoires sont venues à un prix trop élevé pour calculer. L'empire de la construction Morrison s'est effondré dans les 6 mois suivant l'arrestation de Vincent, ses actifs saisis par les autorités fédérales et ses contrats couchés par des clients qui ne voulaient aucune association avec une entreprise fondée sur un meurtre. Le colonial géorgien de Westchester a été vendu aux enchères, son produit a été donné aux organisations de droits des victimes. Blake Morrison avait choisi la justice pour la loyauté, la vérité sur la famille et le bon type de force par rapport au mauvais type de pouvoir. Ce faisant, il avait sauvé non seulement la vie de Sarah Chin, mais sa propre âme. Certains prix valaient la peine d'être payés, même lorsqu'ils vous ont coûté tout ce que vous avez jamais connu, surtout. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Décide d'être trahi, on s'assure qu'il ne le découvre jamais. La main de Vince se crispa sur la poignée de la porte tandis qu'il assimilait ce qu'il entendait. La conversation continua, mais les mots se brouillèrent, une rage froide l'envahissant comme une armure familière. 15 ans de mariage, 15 ans à construire quelque chose ensemble, de confiance, de rêves partagés pour l'avenir de leur fils. Il pensa au dîner d'anniversaire du lendemain, aux préparatifs enthousiastes de Diana, au collier de diamants qu'il lui avait offert, une surprise qui lui semblait désormais un monument à sa propre cécité. Emporté par le silence qui lui avait été si utile dans les jours plus sombres, Vince se retira dans son bureau et se versa 3 doigts de bourbon. Il s'assit dans son fauteuil en cuir, celui-là même où il avait planifié la destruction de ses concurrents et l'acquisition de rivaux, et se mit à réfléchir. Lorsque Diana apparut sur le seuil, 20 minutes plus tard, souriante et s'enquérant de son arrivée anticipée, Vince avait déjà décidé que le pardon n'était pas envisageable. Il n'y aurait pas de confrontation, pas de dispute, pas d'avocat spécialisé dans le divorce pour partager les biens. Diana et Troy avaient fait leur choix, et maintenant Vincent Morrison allait faire le sien. Je voulais juste surprendre ma magnifique épouse, dit-il en l'embrassant sur la joue et en goûtant le mensonge sur ses lèvres. Demain, c'est notre grand jour, après tout. Le sourire de Diana ne faiblissait pas, mais Vince perçut une lueur de culpabilité dans ses yeux jusqu'à ce qu'il le note pour plus tard. Tandis qu'elle bavardait sur le dîner d'anniversaire et lui montrait sa nouvelle robe, Vince hocha la tête, sourit et commença à planifier leur destruction avec la même précision méthodique dont il avait fait preuve pour bâtir son empire. Certains hommes pardonnaient, d'autres oubliaient. Vincent Morrison non plus. Chapitre 2. La patience du chasseur. Le lendemain matin, un temps d'octobre anormalement chaud arriva, et Diana Morrison accomplit sa routine avec l'élégance experte d'une femme qui avait passé 15 ans à jouer la parfaite épouse d'entreprise. Elle s'était levée tôt pour préparer le petit déjeuner de Vince. Des flocons d'avoine aux fruits rouges, du café noir et la rubrique financière de 3 journaux disposés exactement comme il les aimait. C'était un rituel inchangé depuis leur 2e année de mariage. Une des nombreuses petites performances qui maintenaient la illusion d'harmonie familiale. Vince l'observait derrière son journal, énumérant des détails qu'il n'avait jamais remarqués auparavant. Sa façon d'éviter son regard en lui resservant du café. Le léger tremblement de ses mains lorsqu'elle riait à ses remarques désinvoltes sur leur dîner d'anniversaire. Le fait qu'elle se soit douchée avant son réveil, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années. 3 appelés. Mentionna TL en débarrassant son assiette. Il voulait savoir si nous avions reconsidéré sa suggestion concernant la propriété des Hampton. Quelle propriété des Hampton, demanda Vince d'un ton doux, bien que ses doigts se crispent sur le journal, celui dont j'avais parlé la semaine dernière pour la vente aux enchères caritatives. Il pense que nous pourrions en obtenir un don si nous contactions les bonnes personnes. Vince n'avait aucun souvenir de cette conversation, ce qui signifiait qu'elle n'avait jamais eu lieu. Diana se créait un alibi, une raison pour la présence continue de Troy dans leur vie. La réalisation que sa femme non seulement le trompait, mais qu'elle prévoyait activement de continuer le remplissait d'une satisfaction froide. Une trahison calculée était plus facile à punir que la passion. Je me fie à votre jugement, dit-il. Tu as toujours su cerner les gens. L'ironie ne leur échappa pas, même si seul Vince l'apprécia. Chez Morrison Construction, Vince trouva Carlos qui l'attendait avec un épais dossier en papier craft. Le dossier d'Henderson, dit Carlos en le déposant sur le bureau. Des types plus propres qu'un bébé baptisé, du moins sur le papier. Vince feuilleta relevé bancaire, rapport de solvabilité et photos de surveillance. Henderson vivait modestement de son salaire d'inspecteur, allait régulièrement à l'église et était marié à la même femme depuis 23 ans. Mais Vince avait appris depuis longtemps que tout le monde a des points faibles.
Il suffisait de savoir où chercher. Et la famille, demanda Vince. Sa fille est en première année à Northwestern PMed. Sa femme travaille à temps partiel dans un cabinet dentaire. L'université coûte cher. Oui, et Henderson a contracté des prêts. Les enfants sont intelligents, mais les intelligents ne paient pas les frais de scolarité. Vince sourit. C'était ça. Henderson ne s'achetait pas, mais il pouvait être motivé. Un homme qui respectait les règles parce qu'il croyait que le système récompenserait la vertu. Exactement le genre de personne que Vince avait détruite au fil de sa carrière. Je veux rencontrer le docteur Patricia Reeves, dit Vince. Carlos parut perplexe. Ma sœur, celle du bureau des admissions de Northwestern. La seule. Fixe-le pour demain. Alors que Carlos partait, le téléphone de Vince vibra, accompagné d'un SMS de Diana. Vivement ce soir. Je t'aime. 3 émojis cœur suivaient le message. Vince se demanda si elle avait envoyé des SMS similaires à 3 ou si la manipulation émotionnelle était réservée exclusivement à son mari. Quoi qu'il en soit, la performance était presque insultante par sa transparence. Vince passa l'après-midi en réunion, mais son esprit était ailleurs, échafaudant et rejetant des plans. Diana et 3 pensaient être malins, menant leur liaison sous son nez tout en maintenant des prétextes d'amitié et de travail. Il l'avait sous-estimé, pensant que son obsession pour les affaires le rendait aveugle aux trahisons personnelles. C'était une erreur qui allait tout leur coûter. À 17h30, Vince congédia sa secrétaire et verrouilla la porte de son bureau. De son coffre-fort privé, il sortit un téléphone portable. Un téléphone réservé aux situations exigeant une discrétion absolue. Le numéro qu'il composa le connecta à une messagerie vocale sans message d'identification. Ici VM, dit-il après le bip. J'ai besoin d'une offre complète concernant 3 Kellerman, agent immobilier dans le comté de Westchester. Tout, finance, vie personnelle, vie professionnelle, loisirs. Le calendrier est flexible, mais la rigueur est essentielle. Compensation habituelle. Le téléphone retourna dans le coffre. Le lendemain soir, Vince connaîtrait 3 Kellerman mieux que lui-même. La connaissance était le fondement de toute vengeance efficace, et Vincent Morrison n'avait jamais rien bâti sur des fondations fragiles. Chez elle, Diana peaufinait sa tenue pour leur dîner d'anniversaire. La robe noire était neuve, tout comme les chaussures et les bijoux. Elle était magnifique, et Vince le lui avait dit, sincère. Quoi qu'elle fût par ailleurs, Diana restait la plus belle femme qu'il ait jamais connue. Cette beauté avait été l'accroche qui l'avait captivé 15 ans plus tôt. Et ce soir, ce serait la scène de sa dernière performance en tant qu'épouse. Tu es magnifique, dit-elle en ajustant sa cravate avec la familiarité d'un long mariage. Je suis contente que nous fassions ça. Parfois, j'ai l'impression que nous ne sommes que des navires qui se croisent dans la nuit. Ce soir, c'est nous, répondit Vince en lui prenant la main. Juste toi et moi. La Bernardine était exactement comme dans ses souvenirs. Un éclairage intime, un service impeccable et le murmure subtil des conversations de l'élite new-yorkaise. Leur table surplombait le port, où les yachts flottaient tels des jouets coûteux dans la lumière du soir. Vince l'avait demandé en mariage à cette même table, jeune et affamé, certain que Diana Ashworth était la partenaire idéale pour l'empire qu'il comptait bâtir. Maintenant, la regardant sourire, rire et jouer le rôle d'une épouse dévouée, il s'étonnait de s'être complètement trompé sur son caractère. Ou peut-être avait-elle simplement changé, lassée de la sécurité qu'il lui procurait et avide de l'excitation que procure le risque et la tromperie. Te souviens-tu de notre premier rendez-vous, demanda Diana pendant l'entrée. Tu portais une robe rouge. Nous sommes allés dans ce petit restaurant italien de Soho. Et tu m'as dit que tu serais riche un jour. Je t'ai dit que je posséderais la moitié de Manhattan. Presque. Elle leva son verre de vin au rêve. Qui se réalisa. Ils trinquèrent et Vince vit son reflet dans le cristal. Un homme accompli portant un toast à sa femme pour leur anniversaire, entouré de luxe et d'accomplissement. Pour tout observateur, ils étaient l'image même de la réussite conjugale. J'ai quelque chose pour toi, dit Vince en sortant le coffret à bijoux qu'il avait emporté dans la poche de sa veste. Les yeux de Diana s'écarquillèrent lorsqu'elle l'ouvrit pour révéler un collier de diamants valant plus cher que la plupart des voitures. Vincent, il est magnifique. Tu n'étais pas obligé. Je le voulais. Il se leva et se plaça derrière sa chaise pour attacher le collier, ses mains caressant doucement son cou. 15 ans méritent quelque chose de spécial. Elle se tourna pour l'embrasser,
et pendant un instant, Vince crut presque qu'ils pourraient redevenir ce qu'ils avaient été. Presque. Mais le souvenir de la conversation surprise de la veille effaça tout sentiment résiduel. La soirée se poursuivit avec tous les rituels habituels, bon vin, excellente cuisine, souvenirs de leurs premières années ensemble. Diana était la compagne idéale, attentionnée, charmante et apparemment dévouée. Elle était aussi, réalisa Vince, une bien meilleure actrice qu'il ne le pensait. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Diana s'excusa et alla aux toilettes. Vince la regarda partir, puis consulta son téléphone pour trouver un message de son enquêteur. Colis prêt. On livre demain. Quand Diana revint, elle rayonnait de vin et d'un bonheur apparent. C'était parfait, dit-elle en passant son bras sous le sien. Merci pour ce soir. Merci pour ces 15 merveilleuses années, répondit Vince. Le trajet du retour fut silencieux, tous deux semblant satisfaits dans l'éclat d'une soirée parfaite. Diana somnolait contre son épaule tandis que Vince traversait les banlieues obscures, passant devant des maisons où d'autres couples vivaient leurs propres mensonges et vérités. De retour chez elle, Diana monta à l'étage tandis que Vince vérifiait son bureau. Un seul message l'attendait sur son téléphone sécurisé. La fille d'Henderson avait été placée en probation académique. Un seul avertissement et elle est virée. Vince sourit en effaçant le message. L'influence d'Henderson s'effritait et demain apporterait les secrets de Troy Kellerman. Les pièces du puzzle se mettaient en place avec la même précision inévitable qui avait caractérisé tous les grands projets de construction qu'il avait gérés. À l'étage, Diana était déjà au lit, le collier de diamants scintillant sur la table de nuit. Elle sourit d'un air endormi lorsqu'il la rejoignit. « Je t'aime. » Vincent. « Je t'aime aussi, » répondit-il sincèrement. Amour et haine, apprit-il, n'étaient pas opposés. Ils étaient les différentes facettes d'une même émotion débordante. Il aimait Diana Morrison, la femme qui avait partagé ses rêves et donné naissance à son fils. Il détestait Diana, l'adultère, la menteuse, la femme qui avait trahi tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Demain commencerait le processus de séparation. Tandis que la respiration de Diana s'approfondissait, Vince fixait le plafond et planifiait. Certains hommes auraient immédiatement confronté leurs femmes infidèles, exigeant explications et excuses. D'autres auraient engagé des avocats et se seraient disputés des biens. Vincent Morrison allait faire quelque chose de bien plus durable. Diana et Troy avaient choisi leur voie. Maintenant, Vince allait leur montrer où elle les menait. Chapitre 3. L'avertissement du fils. Blake Morrison avait hérité de l'instinct de son père pour lire les gens et de la sensibilité de sa mère aux émotions sous-jacentes. Une combinaison qui le rendait naturellement conscient de la tension qui crépitait dans sa maison comme une décharge électrique. Tempête. À 14 ans, il était assez grand pour comprendre que le mariage de ses parents se détériorait depuis des mois, mais assez jeune pour espérer que ce qui n'allait pas pouvait encore être réparé. Cet espoir s'est évanoui mardi après-midi, lorsqu'il est rentré plus tôt de son entraînement de basket. L'entraîneur Martinez avait annulé l'entraînement pour une urgence familiale, et Blake avait décidé de surprendre ses parents en rentrant avant le dîner. Il avait hâte d'annoncer à son père son admission en mathématiques avancées. Une nouvelle qui, il le savait, rendrait Vince fier. La maison était silencieuse lorsqu'il entra par la cuisine, ses baskets silencieuses sur le sol en marbre. Les voix de ses parents provenaient du bureau de son père, basses et intenses. Blake marqua une pause, quelque chose dans leur ton réveillant le même instinct qu'il avait maintenu en vie pendant les 3 années passées à naviguer dans le champ de mine sociale de la politique du lycée. « Je n'en peux plus, Diana. » La voix de son père était plus froide que jamais. « Je sais pour Troy. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Blake se colla contre le mur de la cuisine, le cœur battant la chamade. Il assimila ce qu'il venait d'entendre. Troy Kellerman, l'ami de sa mère, qui était de plus en plus présent ces derniers temps, les appels téléphoniques chuchotaient. La façon dont l'humeur de sa mère oscillait entre anxiété coupable et excitation exubérante. « Vincent, laisse-moi t'expliquer. » »« Explique. » Ce seul mot était assez venimeux pour tuer. « Explique-moi comment tu as été le parrain de mon fils ces 6 derniers mois. » Le monde de Blake bascula. Troy Kellerman était son parrain, choisi par ses parents lors du baptême de Blake, 14 ans plus tôt. Cet homme était présent à chaque fête d'anniversaire, à chaque matin de Noël, à chaque moment important de la vie de Blake. Et il couchait avec sa mère. « Ce n'est pas ce que tu crois, » dit Diana, la voix brisée. « C'est arrivé comme ça. »
On ne s'est jamais rencontrés. Tais-toi. Les mots étaient prononcés à voix basse, mais ils portaient le poids d'une autorité absolue. N'insulte pas mon intelligence avec des explications. Je t'ai entendu hier dans le pool house. Blake ferma les yeux, luttant contre la nausée. Hier après-midi, alors que son père était rentré tôt et semblait si heureux au dîner, il avait fait semblant, jouant un rôle tandis que son monde s'écroulait autour de lui. « Que veux-tu » murmura Diana. « Je veux que tu comprennes quelque chose, dit Vince. J'ai construit cette famille comme j'ai bâti mon entreprise, avec une loyauté absolue et une tolérance zéro pour la trahison. Tu as violé la seule règle qui comptait. Et Blake est mon fils. Il sera toujours mon fils. Mais toi, les pattes tendues comme une lame sur la peau. Tu es déjà mort pour moi. » Blake entendit des pas et chercha frénétiquement une issue de secours. La porte du garde-manger était la plus proche, et il se glissa à l'intérieur juste au moment où son père sortait du bureau. Par l'entrebâillement de la porte, Blake regarda Vince se diriger vers l'îlot de cuisine, se servir un verre d'eau et y rester planté. Pendant un long moment, dos au garde-manger. Lorsque son père s'avança enfin vers l'escalier, Blake resta caché, essayant de digérer ce qu'il avait vu. Son père n'avait pas l'intention de pardonner ou d'oublier. Il préparait tout autre chose. Et Blake en savait assez sur la réputation de Vincent Morrison pour comprendre que ce qui allait arriver serait permanent. Diana apparut dans la cuisine 10 minutes plus tard. Le visage rivé aux larmes. Elle se déplaçait comme une somnambule, ouvrant et fermant les placards sans but. Lorsqu'elle aperçut enfin Blake sortir du garde-manger, elle se figea. « Blake, je ne savais pas que tu étais à la maison. » « Maman. » Il étudia son visage, la voyant comme si c'était la première fois. « Tu vas bien ?»« Bien sûr, ma chérie. Juste fatiguée. » Elle tenta un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Comment s'est passé l'entraînement ?»« Annulé. » Blake l'observa attentivement. « Maman, quelque chose ne va pas ?»« Toi et papa semblaient bien. »« Tout va bien, dit-elle rapidement. Ton père est juste stressé par le travail. Tu sais comment il est. » Blake hocha la tête, jouant le jeu. Mais il avait déjà vu son père stressé par le travail, et c'était le cas. C'était tout autre chose. C'était Vincent Morrison en mode prédateur. Cette même intensité froide et concentrée qui avait bâti un empire et anéanti quiconque se dressait sur son chemin. Ce soir-là, le dîner était un chef-d'œuvre de performance. Vince était charmant et attentionné, s'enquérant de la journée de Blake et discutant des projets du week-end avec un enthousiasme apparent. Diana jouait parfaitement son rôle, l'épouse et la mère dévouée qui trahissait tout ce qu'elle prétendait chérir. Blake participait à la conversation tout en observant ses deux parents d'un œil neuf. La chaleur de son père semblait calculée, un masque porté pour lui. La gaieté de sa mère avait une pointe de folie qui suggérait qu'elle peinait à se contenir. Après le dîner, Blake se retira dans sa chambre et essaya de se concentrer sur ses devoirs, mais son esprit revenait sans cesse aux paroles de son père. « Tu es déjà mort pour moi. » Vincent Morrison ne proféra pas de menaces. Il fit des promesses. Et Blake n'avait jamais vu son père rompre une promesse, bonne ou mauvaise. Le lendemain, à l'école, Blake terminait ses cours en un jour. Son meilleur ami, Connor, remarqua sa distraction pendant le déjeuner. « On dirait qu'on est mort », Connor observa Blake en volant une frite dans son plateau intact. « Peut-être que quelqu'un l'a fait, » murmura Blake. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Blake regarda Connor, 14 ans, inquiet des contrôles d'algèbre et de l'invitation des filles au bal d'automne. Des problèmes d'adolescents normaux qui semblaient désormais incroyablement lointains. Rien. Des histoires de famille. Tes parents se disputent encore ? Encore ? Ce mot suggérait que les tentatives de Blake pour cacher la détérioration de la situation de sa famille n'avaient pas été aussi fructueuses qu'il l'espérait. Connor était son ami depuis l'école primaire, et Blake réalisa qu'il avait inconsciemment partagé plus de choses qu'il ne l'avait voulu. Quelque chose comme ça. Connor s'apprêtait à répondre lorsque le téléphone de Blake vibra, accompagné d'un message de sa mère. « Je viens te chercher plus tôt. Rendez-vous chez le médecin. » Blake fronça les sourcils. Il n'avait pas de rendez-vous prévu et sa mère ne venait jamais le chercher à l'école. Elle était censée être à son club de lecture avant 16 heures. 20 minutes plus tard, Blake se retrouva sur le siège passager de la Mercedes de sa mère, traversant des quartiers qu'il ne connaissait pas. Les mains de Diana tremblaient sur le volant,
et elle n'arrêtait pas de regarder le rétroviseur comme si elle s'attendait à être suivie. « Maman, où allons-nous ? » « Il faut qu'on parle, dit-elle. » « Dans un endroit privé. » Elle se gara sur un parking au bord d'un petit lac entouré de sentiers pédestres. C'était le genre d'endroit où les joggeurs et les promeneurs de chiens venaient faire de l'exercice, anonymes et sans prétention. Diana choisit un banc au bord de l'eau, loin de tout le monde. « Blake, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement, » commença-t-elle. « Ton père, ce n'est pas l'homme que je croyais avoir épousé. » Blake sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la brise d'octobre. « Comment ça ? Il est dangereux. Plus dangereux que tu ne le penses. » La voix de Diana était à peine plus forte qu'un murmure. « Il a fait des choses terribles à ceux qui l'ont contrarié. Maman, tu me fais peur. » « Bien. Tu devrais avoir peur. » Elle se tourna pour lui faire face la nuit dernière. « Il m'a menacé. Pas d'avocat ni de divorce. Il a menacé. » Elle s'arrêta, apparemment incapable de terminer sa phrase. « De quoi ? » « De me faire disparaître. » Le sang de Blake se glaça. Il pensa à la réputation de son père dans le bâtiment. Les histoires chuchotées sur ses concurrents. Qui avait trahi Vincent Morrison et l'avait regretté, voire, dans certains cas, n'avait jamais vécu. « Il faut aller voir la police, » dit Blake. Diana rit amèrement. « La police ? La moitié des policiers de ce comté doivent des faveurs à ton père. L'autre moitié a peur de lui. » Elle serra les mains de Blake. « Nous devons partir ce soir. J'ai de l'argent caché, assez pour nous permettre de commencer quelque chose d'autre. Et papa ? Ton père survivra. Il survit toujours. » Les yeux de Diana brillaient de larmes retenues. « Mais pas moi. Pas si nous restons. » Blake fixait le lac, l'esprit en ébullition. Tout ce que disait sa mère correspondait à ce qu'il avait entendu la veille. Son père avait franchi la ligne, passant de la colère froide à quelque chose de bien plus sombre. Mais fuir, c'était abandonner tout ce qu'il avait connu. Où irions-nous ? J'ai une cousine dans l'Oregon. Elle a accepté de nous aider. Diana a sorti un téléphone jetable que Blake n'avait jamais vu auparavant. Je préparais ça depuis des semaines. Depuis que j'ai compris de quoi ton père était capable, les pièces du puzzle se sont assemblées dans l'esprit de Blake. La liaison de sa mère ne concernait pas seulement Troy Kellerman. C'était une échappatoire. Elle avait prévu de partir depuis le début, et cette liaison n'avait fait que lui fournir la motivation ultime. Et l'école, mes amis ? On trouvera bien. L'important, c'est de rester en vie. Blake regarda sa mère. Il la regarda vraiment. La peur dans ses yeux était sincère, mais il y avait autre chose aussi. Le soulagement. Elle voulait fuir, non seulement les menaces de son père, mais la vie qu'elle avait construite. La liaison, les mensonges, la tension grandissante. Tout cela avait mené à ce moment. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit Blake. « On n'a pas le temps. » Diana resserra son étreinte sur ses mains. « Ton père prépare quelque chose. Je le vois dans ses yeux. » Le même regard qu'avant l'incident de Martindale. Blake avait entendu des rumeurs à ce sujet, un entrepreneur concurrent qui avait tenté de concurrencer Morrison Construction sur un projet majeur. Daniel Martindale avait fini à l'hôpital avec une rotule fracturée et savait pertinemment qu'il ne fallait pas contrarier Vincent Morrison. Ce soir, Diana poursuivit, une fois ton père endormi, on voyage léger et on part. Blake hocha lentement la tête, mais son esprit explorait déjà des possibilités que sa mère ne voyait pas. Diana Morrison prévoyait de fuir ses problèmes. Blake Morrison était le fils de Vincent Morrison, et Vincent Morrison lui avait appris que fuir ne résolvait rien. Sur le chemin du retour, Blake prit sa décision. Il avertirait son père non pas de sauver sa mère des conséquences de sa trahison, mais de l'empêcher de commettre une action qui détruirait complètement leur famille. Ce soir-là, tandis que ses parents poursuivaient leur routine domestique normale, Blake attendit son heure. Elle se présenta lorsque Diana s'excusa pour aller faire des courses. Des courses que Blake comprit désormais comme définitives. Les préparatifs de leur évasion. Il trouva son père dans le bureau, examinant des plans de construction avec l'intensité qui avait bâti un empire. « Papa, il faut qu'on parle. » Vince leva les yeux et Blake vit une lueur dans les yeux de son père. De la reconnaissance, peut-être, ou de la fierté ? « À quoi penses-tu, mon fils ?
Blake prit une grande inspiration et choisit ses mots avec soin. Maman prévoit de partir ce soir. Elle veut que je l'accompagne. Vince posa son stylo et se laissa aller dans son fauteuil. Et que lui as-tu dit? Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Mais tu as déjà décidé. Oui. Blake soutint le regard de son père sans détourner le regard. Je ne pars pas. Pour la première fois depuis des jours, Vince sourit. Un vrai sourire, pas le masque calculé qu'il portait. Je suis fier de toi, Blake. Ta mère a fait son choix. Tu as fait le tien. Papa, qu'as-tu prévu de faire? Vince observa son fils un long moment. Que penses-tu que je devrais faire? C'était un test, réalisa Blake. Son père lui demandait de choisir non seulement son camp, mais des principes. Les principes de Vincent Morrison, qui incluaient la loyauté, les conséquences et la compréhension que certaines trahisons ne seraient jamais pardonnables. Je pense, dit Blake prudemment, que chacun devrait assumer les conséquences de ses choix. Vince hocha lentement la tête. Alors vous comprenez, Blake a compris. Sa mère avait choisi Troy clairement plutôt que sa famille. Elle avait choisi la tromperie plutôt que l'honnêteté, l'égoïsme plutôt que la loyauté, et Vincent Morrison n'avait jamais laissé personne échapper aux conséquences de sa trahison. Que veux-tu que je fasse? Demanda Blake. Le sourire de son père s'élargit. Rien, sois juste mon fils. Comme interpellé par leur conversation, la voix de Diana l'appela depuis le hall d'entrée. Je suis à la maison. Elle apparut dans l'embrasure de la porte du bureau quelques instants plus tard, les joues rouges de froid et les yeux brillants d'une énergie nerveuse. Que complotez-vous ici? Juste des liens père-fils, dit Vince avec assurance. Blake me racontait sa journée. Le regard de Diana passa de l'un à l'autre, et Blake vit à cet instant précis qu'elle réalisait que quelque chose avait changé. Son fils n'était plus le garçon qu'elle pouvait manipuler. À s'enfuir avec elle. C'était l'héritier de Vincent Morrison, et il avait choisi son camp. Blake, mon chéri, il faut que je te parle en haut, dit-elle. En fait, Blake répondit, j'allais juste chez Connor pour réviser. Sa mère m'y conduit. C'était un mensonge, mais Diana ne pouvait le contester sans révéler ses propres plans. Elle regarda, impuissante, Blake l'embrasser sur la joue et se diriger vers la porte, la laissant seule avec le mari qu'elle avait trahi. À l'avenir, elle ne pourrait plus s'échapper. Alors que Blake se dirigeait vers la maison de Connor, il y irait pour de bon, concrétisant son alibi, il sentit quelque chose se calmer en lui. Le choix était fait. Sa mère avait choisi sa voie, et maintenant elle la suivrait jusqu'au bout que son père jugerait approprié. Blake Morrison était le fils de son père, et Vincent Morrison lui avait bien appris. La loyauté était primordiale, et la trahison était impardonnable. Chapitre 4. Le plan de l'architecte. Vincent Morrison était resté assis dans son bureau longtemps après le départ de Blake pour la maison de Connor, observant Diana arpenter le salon comme un animal en cage, sentant l'approche du chasseur. Elle avait passé 3 coups de fil au cours de la dernière heure. Tous brefs, tous chuchotés, tous confirmant ce qu'ils savaient déjà. Ce soir serait sa dernière soirée en tant que Madame Vincent Morrison, mais pas comme elle l'avait prévu. Le dossier d'enquête sur Troy clairement était ouvert sur son bureau, une analyse approfondie d'un homme qui s'était révélé être exactement ce que Vince avait imaginé, faible, prétentieux et tragiquement trop sûr de lui. L'entreprise immobilière de Troy était en faillite, soutenue par des paris de plus en plus désespérés et des prêts auprès de personnes qui encaissaient des dettes aux intérêts qui s'accumulaient comme du sang. Sa liaison avec Diana n'était pas de la passion. C'était de l'opportunisme, une tentative d'assurer son avenir financier grâce à la fortune des Morrison. Mais le détail le plus intéressant du dossier était le passe-temps du week-end de Troy, l'aviation de loisirs. Il pilotait de petits avions depuis 15 ans sur un Cessna 172 qu'il entretenait sur un aérodrome privé du Connecticut. D'après les notes de l'enquêteur, Troy avait appris à Diana à piloter, soi-disant pour l'anniversaire de Vince le mois prochain. Vince sourit tandis que les éléments de son plan se cristallisaient. Certains hommes détruisaient leurs ennemis par balle ou par lame. Vincent Morrison préférait l'ironie. Son téléphone sécurisé vibra, accompagné d'un SMS. Colis livré à un emplacement secondaire, en attente d'instruction. Diana apparut dans l'embrasure de la porte du bureau, le visage imprégné d'un calme forcé. « Je vais me coucher tôt. J'ai un rendez-vous matinal. » « Bien dormi, répondit Vince sans lever les yeux de ses papiers. « Fais de beaux rêves. »
La cruauté désinvolte de son ton la fit tressaillir. Elle s'attarda dans l'embrasure de la porte comme si elle voulait dire quelque chose, puis se retourna et monta à l'étage. Vince attendit d'entendre la porte de leur chambre se fermer avant de passer son prochain appel. Carlos, c'est Vince. J'ai besoin de l'équipe sur le site de Riverside demain matin. Protocole complet concernant les matières dangereuses. Patron, la démo ne doit pas commencer avant la semaine prochaine. Changement de programme. Et Carlos, assurez-vous que les hommes comprennent bien qu'il s'agit d'une affaire privée. Pas de paperasse, pas de documents officiels. Compris. Vince appela ensuite le docteur Patricia Reeves de l'université Northwestern. La sœur de Carlos était doyenne adjointe au bureau des admissions, une femme qui avait secrètement exprimé sa gratitude pour la bourse de la fondation Morrison qui avait financé les études de sa fille. Dr Reeves, ici Vincent Morrison. J'ai besoin d'un service. 20 minutes plus tard, l'influence de l'inspecteur Henderson s'était évaporée. Sa fille recevrait une bourse complète pour la faculté de médecine de Northwestern, à condition de maintenir sa moyenne actuelle et de la coopération immédiate de son père à tous les projets de construction de Morrison. Henderson apprendrait la bonne fortune de sa fille dès le matin, et comprendrait que les bourses universitaires pouvaient être révoquées aussi facilement qu'elles étaient accordées. À minuit, Diana dormait ou faisait semblant. Vince se glissa hors du lit et s'habilla de vêtements sombres, évoluant dans le silence qui lui avait été si utile dans sa jeunesse, lorsque les problèmes se réglaient par l'action directe plutôt que par l'intermédiaire d'avocats et de moyens de pression. Le trajet jusqu'à la maison de Troy Kellerman dura 30 minutes à travers des rues de banlieue désertes. Troy vivait dans une maison coloniale moderne, impressionnante de l'extérieur, mais hypothéquée au-delà de sa valeur. Un autre détail du dossier d'enquête qui allait s'avérer utile. Vince se gara 3 pâtés de maisons plus loin et s'approcha par le terrain boisé derrière la propriété de Troy. Le système de sécurité était rudimentaire, conçu pour arrêter les cambrioleurs opportunistes plutôt que les professionnels déterminés. Vince le désactiva avec des outils qu'il n'avait pas utilisés depuis des années, mais dont il se souvenait encore. Troy était dans son bureau, apparemment trop anxieux pour dormir. Penché sur son ordinateur, il tapait frénétiquement ce qui semblait être des courriels destinés à des clients potentiels. Le désespoir transparaissait dans sa posture, les épaules affaissées d'un homme regardant son monde s'effondrer en temps réel. Travaillant tard, demanda Vince depuis l'embrasure de la porte. Troy se retourna, son visage alternant entre confusion, reconnaissance et terreur. « Vincent, qui es-tu? Comment es-tu entré ?» Vince entra dans le bureau et ferma la porte derrière lui. « Il faut qu'on parle. » Le regard de Troy se posa sur le téléphone posé sur son bureau. Vince secoua lentement la tête. Ce serait une erreur. « Écoute, Vincent, quoi que tu penses savoir, je sais que tu es ma femme depuis 6 mois. Je sais que tu es fauché. Je sais que tu prévoyais de t'enfuir avec Diana et mon fils ce soir. » Vince s'approcha de la fenêtre et ferma les stores avec une précision délibérée. « Je sais aussi que tu n'es pas aussi intelligent que tu le penses. » Le visage de Troy était devenu pâle. « Ce n'est pas ce que tu penses, vraiment. » Puis m'a éclairé. Diana est venue me voir. Elle était malheureuse. Elle disait que tu devenais dangereux. Elle avait besoin de parler à quelqu'un, alors tu l'as convaincue de coucher avec elle. C'est arrivé comme ça. La voix de Troy se brisa. On n'avait jamais voulu que ça aille aussi loin. Vince observa l'homme qui avait été le parrain de son fils, à la recherche d'une trace de remords ou de dignité. Il n'en trouva ni l'un ni l'autre. « Où comptais-tu aller » demanda Vince sur le ton de la conversation. « Quoi ? Ce soir. Quand toi et Diana vous êtes enfuis. Où était la destination ? » La bouche de Troy s'ouvrit et se referma comme un poisson qui suffoque. Finalement, il murmura, « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Vince soupira et sortit son téléphone. Quelques clics firent apparaître une application d'enregistrement et plusieurs fichiers audio. « On ne peut pas continuer comme ça, Troy. » « Vince n'est pas stupide, » dit Diana dans le haut-parleur du téléphone. « Alors, on s'assure qu'il ne le sache jamais » fut ta réponse. « Dois-je jouer le reste ?» Troy s'effondra sur sa chaise de bureau comme si on lui avait coupé les cordes. « Que veux-tu ? » « Je veux que tu comprennes quelque chose, » dit Vince, reprenant les mots qu'il avait dit à Diana 2 jours plus tôt. « Pendant 20 ans, j'ai bâti ma réputation sur un principe simple. Contrecarrer Vincent Morrison, et il y aura des conséquences, pas des conséquences juridiques, pas des conséquences financières,
des conséquences permanentes. On ne peut pas se permettre de tuer. Vince rit doucement. 3. Je tue des gens depuis que j'ai 19 ans. La différence, c'est que je suis devenu plus intelligent. Ces jours-ci, je préfère laisser les gens se détruire. Il sortit une épaisse enveloppe en papier craft de sa veste et la jeta sur le bureau de 3. Vos dossiers financiers, relevés bancaires, documents de prêt, historique de paiement. Une lecture très intéressante. Les mains de 3 tremblaient en ouvrant l'enveloppe. Comment avez-vous fait? Les frères Clos vous recherchent. Pensiez-vous vraiment qu'emprunter 200 000 $ à des requins solitaires russes était une stratégie commerciale viable? Le sang se retira du visage de 3. Ils ont dit que j'avais 6 mois. C'était il y a 4 mois. Votre paiement est en retard. Je peux récupérer l'argent. L'affaire Harrison est sur le point d'être conclue. L'affaire Harrison a échoué. Hier. Votre client a préféré passer par Morrison Property. Vince sourit. Par coïncidence, je connais le vendeur. On se connaît depuis longtemps. 3 fixait les documents, sa condamnation à mort financière écrite noir sur blanc. Que veux-tu, murmura-t-il. Je veux que tu respectes ton rendez-vous avec ma femme ce soir. Quoi? Diana a prévu de te retrouver à l'aérodrome à 2 heures du matin. Ton avion, ton vol prévu pour l'Oregon. Romantique? Vraiment? Vince regarda sa montre. Tu as 90 minutes pour y arriver. Je ne prends pas l'avion avec Diana. Si. Parce que si tu ne le fais pas, j'appellerai les frères Khosla et leur dirai exactement où te trouver. Je vais aussi appeler le fisc et leur fournir les relevés détaillés de tes revenus non déclarés. Puis j'appellerai l'avocat de ton ex-femme et l'informerai des biens que tu as dissimulés lors du divorce. Chaque menace a fait l'effet d'un coup dur. 3 avait bâti sa vie sur des mensonges et des raccourcis, et Vincent Morrison venait de lui tendre un coup de massue visant les piliers. Tu veux que j'emmène Diana en Oregon? Je veux que tu décolles avec Diana à 2 heures du matin, en suivant le plan de vol que tu as déposé hier. La suite ne dépend que de toi. Vince sortit une seconde enveloppe. Celle-ci contenait de l'argent liquide. 25 000 $. De quoi disparaître comme il se doit si tu es assez malin pour abandonner l'avion dans un endroit isolé et faire le reste du trajet en voiture. Les yeux de 3 s'écarquillèrent tandis qu'il digérait les implications. Tu me paies pour kidnapper ta femme. Je te paye pour donner à Diana exactement ce qu'elle veut, une nouvelle vie loin de Vincent Morrison. Le sourire de Vince se fit prédateur. Bien sûr, si quelque chose arrivait à cet avion pendant le vol, eh bien, les accidents de petits avions sont tragiquement fréquents. Panne mécanique, problème météorologique, erreur de pilotage, la FAA enquête minutieusement, mais parfois, il n'y a tout simplement aucun survivant pour expliquer ce qui s'est passé. La menace planait dans l'air comme un gaz toxique. 3 comprit alors qu'on ne lui offrait pas le choix entre la fuite et le châtiment. On lui offrait le choix entre une mort probable et une mort certaine. L'argent est à toi dans tous les cas, continua Vince. Mais si tu décides d'être créatif avec le plan de vol, 25 000 $ supplémentaires t'attendent sur un compte suisse. Il te suffit du numéro d'acheminement, que je te fournirai une fois que les plans de voyage de Diana seront finalisés. Les mains de 3 tremblaient en tendant la main vers l'argent. Tu me demandes de la tuer. Je ne te demande rien. Je fais simplement remarquer que Diana Morrison a 2 millions de $ d'assurance vie et que les accidents d'avion sont notoirement difficiles à enquêter lorsque l'épave finit dans l'océan Atlantique. Vince se leva et se dirigea vers la porte. 2 heures du matin. 3. Ne me déçois pas. Et Blake? Blake a fait son choix. Il a préféré la loyauté familiale à la manipulation maternelle. Vince s'arrêta sur le seuil. Il pleura la mort tragique de sa mère, mais il comprendra que certaines pertes sont nécessaires au bien commun. En quittant la maison de 3, Vince ressentit la même satisfaction froide qu'il avait soutenue pendant 20 ans de guerre commerciale. Diana avait choisi la trahison plutôt que la loyauté. 3 avait choisi la cupidité plutôt que l'honneur. Maintenant, ils allaient affronter ensemble les conséquences de ces choix. À 9000 mètres au-dessus de l'océan Atlantique. Certains hommes pardonnaient à leurs ennemis. D'autres oubliaient leurs torts passés. Vincent Morrison éliminait les problèmes futurs. Chapitre 5. Le soir avant l'éternité. Diana Morrison se tenait devant le miroir de sa chambre à 1h15 du matin. Fixant un reflet qu'elle reconnaissait à peine.
Fini l'épouse d'entreprise raffinée qui avait honoré les galas de charité et les dîners d'affaires pendant 15 ans. À sa place se tenait une femme prête à tout abandonner pour un avenir incertain avec un homme qu'elle n'était même pas sûre d'aimer. Le sac de voyage à ses pieds contenait l'essentiel de son évasion. Des vêtements pour une semaine, des documents importants, les 20 000 $ en liquide qu'elle avait accumulés pendant des mois, et le téléphone jetable qui était devenu son lien vital avec Troy. Tout le reste, la garde-robe de créateur, les bijoux, la vie de luxe soigneusement organisée, resteraient comme des vestiges d'une civilisation abandonnée. Elle avait écrit une lettre à Blake, même si elle doutait qu'il la lise un jour. Son fils avait choisi le camp de son père avec une irrévocabilité qui lui coupait encore le souffle. 14 ans et déjà, il possédait le calcul froid de Vincent, sa capacité à couper les ponts émotionnels lorsque la loyauté était mise en doute. En essayant de sauver Blake de l'influence de son père, Diana réalisa qu'elle l'avait complètement perdu. La maison était silencieuse autour d'elle, mais elle sentait la présence de Vincent comme un poids dans l'air. Il était réveillé. Elle en était certaine, probablement assis dans son bureau, planifiant sa destruction avec la même précision méthodique qu'il avait autrefois utilisée pour la courtiser. Diana avait déjà vu ce regard, adressé à des rivaux commerciaux et à des fonctionnaires municipaux qui avaient commis l'erreur de contrarier Vincent Morrison. Elle n'aurait jamais imaginé devenir sa cible. Son téléphone vibra, un SMS de Troy lui parvint. Avion prêt. À bientôt. Tout ira bien. Diana voulait croire que Troy avait été son point d'ancrage ces derniers mois. La seule personne qui comprenait le poids étouffant d'être l'épouse de Vincent Morrison. Mais alors même qu'elle s'apprêtait à fuir avec lui, le doute la submergea. Troy était charmant et attentionné. Mais était-il assez fort pour la protéger de la poursuite inévitable de Vincent? Et sinon, qu'arriverait-il à tous les deux lorsque la patience de son mari serait enfin à bout? Elle se déplaçait silencieusement dans la maison, évitant les escaliers qui craquaient et le plancher qui gémissait. Vincent lui avait appris le plan de la maison pendant leur première année de mariage, lui indiquant les itinéraires permettant un déplacement silencieux, une connaissance qu'il avait acquise à l'époque où il réglait ses conflits par action directe plutôt que par avocat. Le garage était sombre et froid, sa Mercedes l'attendait telle une servante fidèle. Diana l'avait préféré au véhicule de localisation de Vincent, car elle l'avait payé de son propre héritage, ce qui le rendait plus difficile à retrouver. Chaque détail de son évasion avait été planifié avec une précision paranoïaque. Le genre de prévoyance propre à la vie avec un homme qui avait bâti son empire sur la patience stratégique et la force écrasante. Le trajet jusqu'à l'aérodrome dura 25 minutes à travers la campagne déserte du Connecticut. Diana vérifiait sans cesse ses rétroviseurs, s'attendant à voir des phares la suivre, mais les routes restaient désertes. Peut-être que Vincent la laissait partir. Peut-être que son orgueil ne lui permettrait pas de poursuivre une femme qu'il avait si complètement rejetée. L'espoir dura jusqu'à ce qu'elle atteigne l'aérodrome et voie le Cessna de Troy illuminé par les feux de piste. Quelque chose clochait. Elle le sentait à la façon dont Troy se déplaçait autour de l'avion, vérifiant les instruments avec une précision mécanique plutôt que son assurance habituelle. Lorsqu'il leva les yeux à son approche, son visage était pâle sous la lumière crue. « Tu es en retard, dit-il d'une voix tendue. Je dois être prudente. » Diana observa son expression, reconnaissant la peur lorsqu'elle la vit. « Troy, qu'est-ce qui ne va pas? » Rien. Juste nerveux. Un grand pas, tu sais. Mais Diana connaissait suffisamment Troy pour reconnaître ses queues. Sa façon d'éviter son regard, le léger tremblement de ses mains, la sueur sur son front malgré la fraîcheur de l'air d'octobre. C'étaient des signes qui dépassaient la simple anxiété d'avant-vol. Vincent t'a-t-il contacté? Troy releva brusquement la tête. Pourquoi demandes-tu ça? Parce que tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Je vais bien. Allons-y, Troy fit un geste vers l'avion. Le temps devrait se gâter dans quelques heures. Diana resta où elle était. Troy, si Vincent t'a menacé, il ne m'a pas menacé. La réponse fut trop rapide, trop catégorique. Diana, s'il te plaît, il faut partir maintenant. Contre toute attente, Diana laissa Troy l'aider à s'installer sur le siège passager. L'intérieur du Cessna était exigu mais confortable, équipé de l'avionique moderne dont Troy était si fier. En temps normal, elle aurait été ravie de son premier vrai vol. Ce soir, l'avion ressemblait à un cercueil ailé. Troy effectua sa liste de contrôle pré-vol avec une hâte inhabituelle, des gestes vifs et pressants. Lorsqu'il démarra le moteur, le rugissement de l'hélice parut anormalement fort dans le silence de la nuit.
Diana attacha sa ceinture et tenta de chasser l'impression de commettre une terrible erreur. 3. Elle posa sa main sur son bras tandis qu'il s'apprêtait à rouler. Dis-moi la vérité. Vincent a-t-il découvert ce qui s'est passé ce soir? Le rire de 3 était creux. Vincent Morrison découvre tout, Diana. La question est de savoir ce qu'il décide de faire de cette information. Qu'est-ce que cela signifie? Au lieu de répondre, 3 sortit une enveloppe et la lui tendit. Le sang de Diana se glaça en reconnaissant l'écriture précise de Vincent à l'extérieur. Pour Diana, avec amour, à l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier à lettres coûteux. Le même que Vincent utilisait pour sa correspondance professionnelle qui nécessitait sa touche personnelle. Diana, lorsque tu liras ces lignes, tu auras fait ton choix définitif. Je veux que tu saches que je comprends. Le mariage avec Vincent Morrison n'allait jamais être facile. Et je reconnais que je suis devenu quelqu'un que tu ne pourrais plus aimer. Je veux aussi que tu saches que je me souviens de la femme dont je suis tombé amoureux il y a 15 ans. Belle, intelligente, passionnée et désespérément naïve quant au genre d'homme que tu épousais. Cette femme méritait mieux que la vie que je lui ai donnée. Malheureusement, la femme que tu es devenue, celle qui a choisi la tromperie plutôt que l'honnêteté, l'adultère plutôt que la loyauté, mérite exactement ce qu'elle va recevoir. 3 t'expliquera les détails de ton parcours. J'espère que tu trouveras les aménagements adaptés à ta situation. Transmets mes salutations à l'océan Atlantique. Vincent, PS, Blake, t'embrasse. Il est fier d'être le fils de son père. Les mains de Diana tremblaient tandis qu'elle analysait les implications de la lettre. 3. Qu'est-ce que cela signifie? 3 roulait déjà vers la piste, le visage figé dans une détermination farouche. Cela signifie que ton mari est un salaud plus créatif que nous ne l'imaginions. 3. Arrête l'avion. Je ne peux pas. Comment ça, tu ne peux pas? La voix de 3 était à peine audible par-dessus le bruit du moteur. Il sait pour les frères Kozlov. Il sait pour les comptes cachés. Il sait tout, Diana. Si je ne suis pas ses instructions à la lettre, je suis un homme mort. Quelles instructions? Au lieu de répondre, 3 sortit une deuxième enveloppe et la jeta sur ses genoux. Celle-ci contenait des photos, des images de surveillance de 3 rencontrant des hommes à l'air dangereux, des relevés bancaires montrant ses dettes écrasantes et un compte rendu détaillé de ses crimes financiers. Vincent m'a fait une offre, dit 3 en arrivant sur la piste. 50 000 $ pour te donner exactement ce que tu voulais. Échapper à ton mariage. Diana eut un pincement au cœur. Tu m'emmènes en Oregon. Non. La voix de 3 était morte. Je t'emmène au-dessus de l'océan Atlantique. À environ 80 km des côtes, cet avion va subir une panne mécanique catastrophique. Les lumières de la piste s'étendaient devant eux comme un chemin vers l'enfer. Diana attrapa le bras de 3 avec désespoir. Tu ne peux pas faire ça. Tu m'aimes. Je pensais l'avoir fait, mais votre mari m'a fait réaliser quelque chose. J'aime encore plus être en vie. 3 a poussé les gaz et le Cessna a entamé son décollage. Diana a regardé les arbres défiler devant les fenêtres, sachant qu'il ne lui restait peut-être que quelques minutes avant qu'il n'atteigne le point de non-retour. Les 50 000 ne suffisent pas, a-t-elle dit rapidement. J'ai accès à des comptes que Vincent ignore. De l'argent offshore. Des millions. 3 lui a jeté un coup d'œil, l'espoir brillant dans les yeux. Combien? 3 millions. Des comptes suisses que mon père avait ouverts avant de mourir. C'était un mensonge, mais le désespoir l'a convaincu. Tuez-moi et vous aurez 50 000. Gardez-moi en vie et nous partagerons 3 millions. L'avion a décollé de la piste, s'élevant dans le ciel sombre. Pendant un instant, Diana a cru gagner du temps. Puis 3 a fouillé dans sa veste et en a sorti un petit appareil qu'elle ne connaissait pas. Votre mari s'est dit, tu pourrais essayer quelque chose comme ça. Il dit, il m'a donné un enregistreur programmé pour transmettre tout ce que nous disons directement sur son téléphone. Le sang de Diana se glaça lorsqu'elle réalisa que Vincent avait écouté chaque mot de leur conversation. Quelque part dans leur maison, son mari entendait ses derniers mensonges désespérés, souriant probablement à ses tentatives pathétiques pour se sauver. Alors, voyez-vous, poursuivit 3, même si vous aviez vraiment 3 millions de $, Vincent le saurait en temps réel. Et ses instructions étaient très précises. Au moindre écart par rapport au plan de vol, les frères Clough obtiendraient mon adresse. Le Cessna montait d'un pas assuré dans le ciel nocturne, emportant Diana vers un
Rendez-vous avec l'océan Atlantique que son mari avait arrangé avec la précision qui le caractérisait. Elle pensa à Blake, endormi dans son lit, s'imaginant déjà le chagrin qu'il manifesterait en apprenant le tragique accident. Elle pensa à Vincent, se versant probablement un bourbon et examinant les papiers d'assurance. Surtout, elle repensa au moment, 15 ans plus tôt, où elle avait accepté la demande en mariage de Vincent Morrison, séduite par son intensité et aveuglée par son succès. Elle avait épousé un homme qui bâtissait des empires et détruisait des ennemis, sans jamais imaginer qu'un jour elle deviendrait les deux. « Combien de temps ?» demanda-t-elle doucement. 3 vérifia ses instruments. 20 minutes avant les coordonnées indiquées par votre mari. Diana ferma les yeux et essaya de prier, mais se rendit compte qu'elle avait oublié comment. Vincent Morrison avait raison sur un point. Elle était devenue méconnaissable. Une femme qui avait choisi l'égoïsme plutôt que la loyauté et qui avait payé ce choix de sa vie. La seule question était désormais de savoir si Troy aurait le courage de survivre à la suite. Chapitre 6. La mise en scène du deuil. Blake Morrison était assis à sa table de cuisine à 6h47, mangeant machinalement des céréales pendant que son père lisait les nouvelles sur sa tablette. Pour tout observateur, il ressemblait à une famille normale commençant une nouvelle journée normale. La seule chose qui manquait était Diana, censée faire la grasse matinée après son entraînement matinal. Blake était éveillé depuis 3 heures du matin, à l'affût de bruits qui ne venaient jamais. Le retour de sa mère, le départ de son père, tout indiquait que le terrible mécanisme de la nuit précédente avait été évité. Au lieu de cela, il n'avait entendu que le silence, ce silence absolu qui parlait plus fort que des cris. « Ta mère est partie tôt pour sa réunion de charité », dit Vincent sans lever les yeux de sa tablette. Elle sera probablement absente une grande partie de la journée. Blake hocha la tête, jouant son rôle dans la scène. Et toi? Une journée normale au bureau. Tu vas à l'entraînement de basket après? Bien. La voix de Vincent portait la même chaleur paternelle qu'avant, comme si rien de fondamental n'avait changé dans leur monde. Je viendrai te chercher après l'entraînement. On pourrait peut-être dîner dans un endroit sympa. La banalité de la conversation était plus glaçante que n'importe quelle confrontation dramatique. Blake comprenait maintenant pourquoi son père avait autant de succès en affaires. Vincent Morrison pouvait mentir de tout son être en te regardant droit dans les yeux. Le téléphone de Blake vibra, un SMS de Connor. « Ça va? Tu avais l'air bizarre hier. » Il répondit, « Bien. À bientôt au lycée. » Mais Blake était loin d'être en forme. Il était désormais complice, lié à son père par un savoir partagé et un silence mutuel. Une part de lui voulait croire que Diana avait simplement été effrayée, que les menaces de Vincent avaient suffi à la faire abandonner ses projets sans violence réelle. Mais Blake connaissait trop bien son père pour se raccrocher à de telles illusions confortables. À l'école, Blake enchaînait les cours comme un acteur en pleine forme, répondant aux questions des professeurs et riant aux blagues de ses amis, l'esprit fixé sur la terrible certitude de ce que son père avait fait. Lorsque son téléphone sonna pendant la pause déjeuner, il faillit sursauter. Blake Morrison. La voix était officielle et autoritaire. Oui, ici le capitaine Walsh de la police d'État du Connecticut. Je dois parler à votre père immédiatement. Il y a eu un accident. Le cœur de Blake battait fort en digérant ces mots. Le spectacle commençait. Quel genre d'accident? Un accident d'avion. Je ne peux pas discuter des détails au téléphone, mais il s'agit de votre mère. Votre père est-il disponible? Il est au travail. Je peux vous donner son numéro. Après avoir donné les coordonnées de son père, Blake s'assit dans les toilettes de la cafétéria et essaya de digérer ce qu'il venait d'entendre. Un accident d'avion. La couverture parfaite pour un meurtre. Conçu pour ressembler au genre d'accident tragique qui frappait chaque année les petits avions. Son père n'avait pas seulement tué Diana. Il avait orchestré sa mort avec le même souci du détail qu'il mettait sur les grands chantiers. Le téléphone de Blake sonna de nouveau. Cette fois, c'était Vincent. Blake, je veux que tu rentres immédiatement. Il y a eu une urgence. Je sais. La police m'a appelé en premier. Un silence. Que t'ont-ils dit? Cette mère a eu un accident d'avion. J'envoie Carlos te chercher. Ne parle à personne d'autre avant mon arrivée. La ligne fut coupée. Blake rassembla ses affaires et se dirigea vers le bureau principal. Ses mouvements étaient mécaniques. C'était le fils de Vincent Morrison,
et le fils de Vincent Morrison saurait comment réagir à une nouvelle dévastatrice. Carlos attendait sur le parking de l'école, l'air sombre, mais pas surpris. Ils roulèrent en silence dans des rues de banlieue qui semblaient identiques à celles du matin, même si Blake avait l'impression de les observer à travers une vitre. Présent, mais séparé du monde normal où les mères ne disparaissaient pas dans des accidents d'avion planifiés. À la maison, Blake trouva son père dans le bureau, discutant à voix basse avec deux hommes en costume qui irradiaient la compassion professionnelle propre à des années d'annonces de mauvaises nouvelles. Le visage de Vincent était un chef-d'œuvre d'angoisse contenue. L'homme d'affaires prospère peinant à digérer une tragédie incompréhensible. « Blake », dit Vincent en se levant pour embrasser son fils. « Dieu merci, tu es là. » Blake se laissa prendre dans ses bras, sentant le cœur régulier de son père contre sa poitrine. Même à cet instant, le pouls de Vincent était calme et maîtrisé. « Voici les inspecteurs Morrison et Park de la police d'État, » continua Vincent. « Ils enquêtent sur l'accident de votre mère. » L'inspectrice Morrison, sans lien de parenté malgré leur nom commun, était une femme d'âge moyen au regard bienveillant et à la patience de quelqu'un habitué à s'occuper des familles en deuil. « Blake, je suis profondément désolé pour ta perte. Je sais que c'est difficile, mais nous devons te poser quelques questions sur les activités de ta mère hier. » Blake était assis sur la chaise que son père lui avait indiquée, son esprit se concentrant sur le scénario qu'il devait suivre. « Bien sûr. Quand as-tu vu ta mère pour la dernière fois ? » « Au dîner. Vers 19h. Comment avait-elle l'air ? » Blake jeta un coup d'œil à son père, qui hocha la tête d'un air encourageant. « Normal. Peut-être un peu excitée par quelque chose, mais elle ne dit pas quoi. » Avait-elle mentionné un projet d'avion ? Non. Je ne savais même pas qu'elle savait piloter un avion. L'inspecteur Park, un homme plus jeune au regard perçant, prenait des notes sur une tablette. D'après le plan de vol, elle voyageait avec 3 Kellerman. Connaissiez-vous Monsieur Kellerman ? C'est mon parrain, dit Blake. Les mots avaient un goût de cendre. Il est ami avec mes parents depuis des années. Une idée de la raison pour laquelle ils auraient pu prendre l'avion pour l'Oregon ensemble ? Blake avait l'air sincèrement confus. L'émotion la plus facile à simuler quand on a 15 ans et que notre monde vient d'imploser. Organe. Non, ça n'a pas de sens. Vincent posa une main protectrice sur l'épaule de Blake. Agent, mon fils a été suffisamment choqué pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, dit l'inspecteur Morrison. Blake, vous avez été très utile. Nous aurons peut-être besoin de vous reparler au fil de l'enquête. Après le départ des inspecteurs, Blake et Vincent restèrent assis dans le bureau sans parler. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres, éclairant des nuages de poussière qui dansaient dans l'air comme de minuscules fantômes. « Ça va ?» demanda finalement Vincent. Blake réfléchit sérieusement à la question. Était-il d'accord avec la mort de sa mère ? Avec les actes de son père, avec sa propre complicité dans la dissimulation ? Elle a fait son choix, dit Blake. Le sourire de Vincent était fier et froid. Oui, elle l'a fait. Que va-t-il se passer maintenant ? Nous faisons notre deuil comme il se doit. Nous coopérons à l'enquête. Nous reconstruisons nos vies. La voix de Vincent exprimait la certitude d'un homme qui avait prévu toutes les éventualités. Les enquêteurs trouveront des preuves d'une panne mécanique, une conduite de carburant détériorée par un mauvais entretien. 3 négligeait toujours les inspections en bonne et due forme. Blake comprenait que son père avait saboté l'avion, faisant en sorte que le crash paraisse accidentel, même à l'enquête la plus approfondie. Diana et 3 étaient morts en croyant s'échapper, sans jamais se rendre compte qu'ils volaient dans une machine conçue pour devenir leur tombeau. Retrouveront-ils les corps ? Probablement pas. L'Atlantique est très profond là où ils ont coulé. Ce soir-là, Blake et Vincent dînèrent comme s'ils étaient normaux, même si aucun des deux n'avait beaucoup d'appétit. Vincent répondit aux appels d'amis et de partenaires commerciaux qui avaient appris la nouvelle, acceptant les condoléances avec la gravité qui convient, tandis que Blake écoutait son père jouer le rôle du veuf dévasté. Madame Kellerman appela Vincent tandis qu'il débarrassait la vaisselle. Ex-femme. Elle veut savoir comment s'organisent les obsèques. Que lui avez-vous dit ? Que nous organiserions une cérémonie commémorative une fois l'enquête terminée. Probablement la semaine prochaine. Une cérémonie commémorative pour une femme décédée selon un scénario écrit par son mari.
Blake se demandait si Vincent pleurerait aux funérailles s'il prononçait un éloge funèbre à la mémoire de Diana tout en sachant exactement comment elle avait passé ses derniers instants. « Papa, » dit Blake alors qu'il finissait de ranger. « As-tu parfois des regrets ?» Vincent réfléchit sérieusement à la question. « Je regrette que ta mère ait choisi de nous trahir plutôt que de régler nos problèmes. Je regrette qu'elle ait impliqué Troy dans la destruction de sa vie et de la sienne. Je regrette que tu aies dû apprendre de si dures leçons de loyauté à un si jeune âge. Mais tu ne regrettes pas de l'avoir tuée. » « Je ne l'ai pas tuée, Blake. Elle s'est suicidée au moment où elle a choisi un autre homme plutôt que sa famille. » La voix de Vincent était pragmatique, dénuée de culpabilité et d'incertitude. « J'ai simplement facilité les conséquences de ce choix. » Blake hocha la tête, comprenant quelque chose de fondamental chez son père et, par extension, chez lui-même. Vincent Morrison ne se voyait pas comme un meurtrier. Il se voyait comme un agent de la justice cosmique, veillant à ce que chacun reçoive exactement ce que ses actes méritaient. « Je suis fier de toi, » poursuivit Vincent. « Hier, tu as choisi la loyauté plutôt que le sentiment. Ce n'est pas un choix facile à faire pour un adolescent de 14 ans. Ça ne ressemblait pas à un choix. Les meilleures décisions le sont rarement. Quand on sait qui on est et ce qu'on représente, le bon chemin devient évident. » Cette nuit-là, Blake était allongé dans son lit, les yeux rivés au plafond, écoutant les bruits d'une maison qui n'abritait plus sa mère. Le lendemain, il retournerait à l'école et accepterait la compassion de ses professeurs et amis qui croyaient que sa mère était morte dans un tragique accident. Il assisterait à sa cérémonie commémorative et regarderait son père prononcer son éloge funèbre. Il grandirait dans une maison où Diana Morrison avait tout simplement disparu. Blake Morrison était le fils de son père, héritier d'un empire bâti sur la loyauté, la cruauté et la conviction que certaines trahisons ne pouvaient être punies que par la mort. Le garçon qui avait voulu sauver sa famille avait disparu, remplacé par quelqu'un de plus dur et de plus froid, quelqu'un digne du nom de Morrison. Dans la chambre principale au bout du couloir, Vincent Morrison dormait paisiblement pour la première fois depuis des mois durant, rassuré par la certitude que justice avait été rendue et que l'ordre avait été rétabli. Diana avait fait son choix. Troy avait payé ses dettes et Blake s'était montré digne d'hériter de tout ce que son père avait bâti. L'empire Morrison perdurerait, plus fort et plus impitoyable que jamais. Certains hommes pardonnaient à leurs ennemis. D'autres oubliaient les torts passés. Vincent Morrison éliminait les problèmes futurs et enseignait à son fils à faire de même. Chapitre 7. Fantômes et révélations. 3 semaines après les funérailles de Diana Morrison, Blake se retrouva dans le dressing de sa mère, les yeux fixés sur des vêtements qui ne seraient plus jamais portés. La cérémonie commémorative avait été un chef-d'œuvre de deuil orchestré. Vincent prononçant un éloge funèbre qui avait fait pleurer tous les fidèles. Blake incarnait le fils dévasté avec une authenticité qui l'avait lui-même surpris. La communauté s'était ralliée à eux, offrant des cassolettes, des condoléances et promettant que le temps guérirait leurs blessures. Mais le temps, Blake l'apprenait, ne guérissait rien. Il apprenait simplement à mieux porter ses secrets. Blake. La voix de Vincent s'éleva du rez-de-chaussée. Nous avons des visiteurs. Blake descendit et trouva les inspecteurs Morrison et Park dans le hall, l'air plus sérieux que lors de leur précédente visite. Vincent se tenait à leur côté, arborant son visage public. L'homme d'affaires prospère, encore sous le choc d'une tragédie incompréhensible. « Que pouvons-nous faire pour vous, messieurs les agents ?» demanda Vincent. « Nous avons terminé notre enquête préliminaire sur l'accident, » dit l'inspecteur Morrison. « Nous aimerions discuter d'eux. »